les équipes de Microsoft. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours quitter. Bon, ben, officiellement, bonsoir et bienvenue à cette séance du groupe d'usagers, du groupe des usagers Montréal, SharePoint, Montréal Office 365 ou Microsoft 365 et /SharePoint. Là. Moi, j'aime bien garder le mot SharePoint parce que le groupe d'usagers, il a commencé avec SharePoint. Fait que je veux garder le mot SharePoint dedans quand même si on est Microsoft 365 maintenant et même si SharePoint tranquillement disparaît un peu de la palette de Microsoft. Il y a beaucoup moins d'amour que les d'autres produits dans la plateforme. Mais il y a quand même des nouveautés qui arrivent avec SharePoint quand même. Donc, Nico, je te laisse le mot de bienvenue. Ben, bienvenue. Euh, je rebondis juste ce que tu viens de dire. On va en reparler justement tout à l'heure. Quand je parlerai un peu de Viva, on reviendra. Puis on en reparlera. Ce sera plus une discussion sur le feeling par rapport à SharePoint. Mais on va s'en reparler. OK. Donc, pas de slide ce soir, fait que ça va être vraiment ad lib ou presque. On a dû remettre la session de la semaine dernière. Il y a eu un petit imprévu de dernière minute. Cette semaine, ben, on a préparé des choses au niveau des nouveautés. Ben, on va parler, comme d'habitude, là, des annonces. On va parler des nouveautés Teams. J'ai préparé des petites choses au niveau des nouveautés Teams qui sont intéressantes, qui sont arrivées. Il y en a une que je voulais vous parler, puis je vérifie, elle a disparu. Fait qu'on pourra comparer dans vos tenants pour voir s'il est là dans certains tenants. Nicolas va nous parler de Viva, puis Laurent, il n'est pas encore là. Non, Laurent Sittler va arriver bientôt, puis il va parler de SharePoint. Et si vous avez des choses à discuter, ben, on va vous laisser en discuter aussi. Au tout début, dans l'introduction, pour ceux qui n'étaient pas là, ben, on a trouvé notre sujet pour le mois prochain pour la conférence. Donc, c'est notre ami, on va le confirmer tout de suite, Nico? Ah ben oui, bien sûr. Euh, Avec plaisir. donc, c'est notre ami Francis qui a déjà fait une super belle présentation l'an passé. Il fait sa présentation annuelle au groupe. Donc, sa présentation annuelle, ça va être au mois de mai. Fait que tu veux-tu faire un petit peu de push pour ta présentation? Oui, bien sûr. Fait que, comme l'année passée, là, c'est une expérience de terrain qui revient pour une réalisation chez Télé-Québec, encore une fois. Donc, on va regarder une solution qui supporte le processus de contrat. Donc, quand on a un contrat à faire, il faut le faire une demande, faire une rédaction, l'approbation et la signature électronique. Donc, tout ça est supporté par SharePoint avec Power Automate et une intégration avec Adobe Sign. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça a été fait. Il y a des choix même audacieux, je dirais, d'architecture. Je vous en vendre le punch. Là, c'est tout dans une seule bibliothèque de documents. Donc, on y va avec les index, puis on joue la game comme quoi que c'est supposé être 30 millions de documents. Ben, on va le tester, ce que ça donne. Étant donné qu'il y a une limite de 5000 éléments qui peut être sorti par affichage. Là. Donc, voilà. Donc, ça va être les expériences de terrain, comment s'est déroulé le projet, petite présentation de la solution. Voilà. Ben cool, merci. Fait que vous voyez, ça fait pas trop mal de présenter parce que à toutes les années, il revient faire sa présentation. Donc, pour ceux qui ont peur que ça fasse mal de présenter, ça fait pas mal. Vous avez le droit de les présenter. Puis comme on le dit toujours, là, c'est une session qui va durer quoi, 45 minutes, une heure? Une heure et Environ? demie. Là. Une heure et demie. Ouais, je pense Donc, que ça va ben être vous êtes. la durée complète. Oui, excuse-moi. OK. Mais vous n'êtes pas obligé de présenter une heure et demie. Si vous avez des petites choses que vous avez faites, vous voulez parler 15 minutes d'une solution que vous avez vue ou de quelque chose que vous avez mis en place, d'une problématique que vous avez résolue, c'est ça qu'on cherche, là. Fait que c'est le fun d'avoir des cas aussi de terrain qui sont présentés. C'est le fun d'avoir des sociétés qui permettent aussi aux consultants d'aller présenter des choses qui ont été faites chez eux. Fait que pas mal cool. Ben, merci beaucoup, Francis. C'est bien. Plaisir. Donc, annonce, Nico, veux-tu parler de la conférence du mois d'avril? T'as-tu. Je sais La que j'ai vu ta conférence, poster. oui. Vous avez, on refait la même chose que l'année dernière. Donc, il y a ce qu'on appelle un Microsoft 360 Virtual Hop. Marathon. Toujours là? Ouais, on t'a perdu un peu, mais là, c'est bien. OK.
Ok. Au pire, je vais revenir sur l'autre micro, c'est pas grave. Ou c'est moi qui t'ai perdu, là? Je sais Ok, mais au pire, on reviendra sur l'autre micro, c'est pas grave. Mais donc, vous avez le Virtual Marathon. Je vais juste me permettre de partager la page. Donc, le Virtual Marathon qui sera du 26 au 28. Partagez le chat. Je retrouve le chat. Voilà. Donc, plein de sessions qui vont arriver encore. Donc, n'hésitez surtout pas à vous enregistrer. Il y a des sessions qui seront disponibles en français autant qu'en allemand. Donc, si jamais ça vous tente de même tester votre coréen, n'hésitez surtout pas. Oui, je vois que c'est Stéphane qui a la main levée. Une question? Oui, j'ai beaucoup de misère à t'entendre, Nicolas. C'est comme si ton micro n'était pas configuré comme il faut. Tu as un micro comme le mien à peu près, puis tu es beaucoup plus proche. Ça marche mieux, là? Plus que tu l'approches, oui. Ah, bah oui, ça marche mieux. Ok, non, je testais un autre micro et puis bon, on va repasser sur celui-ci, c'est pas grave. Donc, oui, session qui dure, comme son nom l'indique, un marathon complet, donc ça va durer les 2 jours. J'aurai la chance de présenter 2 sessions, si jamais ça tente certains d'entre vous. La première, ce sera comment être préparé à SharePoint Syntex, parce que c'est bien Syntex. On a vu que ça faisait plein de trucs super cool au niveau technique, mais c'est un peu plus compliqué au niveau préparation. Donc, SharePoint Syntex, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à utiliser SharePoint Syntex, anticiper sur la gouvernance et convenablement commencer à utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance documentaire à l'intérieur de votre tenant, particulièrement quand vous commencez en plus à aller détecter des content types. Donc, si vous êtes intéressé par ça, et si vous n'êtes pas disponible pendant le marathon, de toute manière, les sessions seront enregistrées, je pense, on pourra toujours rejouer cette session-là en français si jamais ça vous tente après. Il n'y a pas de problème. Et la deuxième session que j'aurai la chance d'animer, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle maintenant, le terme à la mode. Et puis, on commence à en voir un peu partout arriver, popper dans votre environnement Office 365. Donc, je pense que je vais m'habituer à la faire régulièrement. En fait, celle-ci, c'est un statement of work. C'est où est-ce qu'on en est au niveau AI? Quelles sont nos opportunités? Quelles sont les possibilités? Et surtout, quand on commence à voir les opportunités AI qui fleurissent, laquelle est la plus intéressante sur le plan du ROI? Donc, c'est laquelle est la plus intéressante et qui représente le moins de poids en termes d'investissement pour pouvoir démarrer efficacement dans tout ce qui est intelligence artificielle dans Office 365. Donc, l'idée, c'est de revenir sur tout ce qui est disponible, parler des AI builders de ce monde, des Syntex, de ce qui s'en vient au niveau de Viva, etc., etc. Et puis, de refaire un petit état pour savoir justement où est-ce qu'on en est. Surtout quand on est tanné de voir les fonctionnalités qui sont annoncées et qui n'arrivent pas. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre réellement à utiliser? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre, etc., etc. Donc, ce sera une session, je pense que ça pourrait être aussi intéressant si jamais certains ne peuvent pas y assister à la rejouer, si jamais ça vous tente. Donc, 26-28 avril, donc c'est bientôt. Inscrivez-vous, c'est organisé par Joel Olson, pour ceux qui le connaissent, qui est en arrière de ça, et puis le reste de la communauté. Donc, inscrivez-vous, et puis je pense qu'il y aura beaucoup de bonnes sessions et de bons conférenciers qui vous délivreront plein de bons contenus, y compris en espagnol et en coréen. Donc, voilà pour ça. All right, cool. D'autres conférences? Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à partager au niveau des conférences, des sessions, des choses que vous avez vues qui s'en viennent? Je pense qu'on est encore pas mal bloqué pour quelques mois à être en virtuel. Mais juste pour vous faire un petit update, la conférence pour février l'année prochaine commence à prendre forme. Donc, je vous reviendrai avec des informations là-dessus, si jamais certains d'entre vous veulent venir à Cancun. Et puis nous, on peut quand même parler un petit peu de l'expérience qu'on a eue, comme tous les ans. Laurent, tu veux prendre la parole? Oui, je l'ai écrit en fait, on peut écrire dans le chat. Donc, ouais, je pense à l'ESPC 21 Online qui va avoir lieu au mois de juin. Oui. Je ne sais pas si vous en aviez parlé, donc voilà.
Non, pas encore. Pas encore. Ça s'en vient plus tard, mais effectivement. Ah, j'ai spoilé. Non, il n'y a pas de problème. Ce serait une bonne idée. Donc, le SPC, moi, j'avais l'habitude d'y aller. C'était sympa comme événement, mais cette année, bon, ça sera virtuel. Et plein de bons speakers, plein de bonnes choses qui vont... je pense qu'on va retrouver à peu près les mêmes speakers de chez Microsoft qui vont continuer à nous expliquer que Viva s'en vient et puis qu'il faut rester connecté si jamais on veut avoir toutes les infos de Viva. Mais c'est super vexant parce qu'on est supposé les avoir et puis on ne les voit pas arriver dans nos environnements. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Donc, oui, SPC 21 qui sera totalement online. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur Internet pour trouver toutes les infos. Et autre chose? Ben, le SPC, en fait, il va avoir 2 SPC. Hein. Il y a celui de juin et il va avoir en décembre aussi, la première semaine de décembre à Las Vegas qui est annoncée. Alors ça, c'est la SharePoint Conference. La SharePoint Conference. Ah, c'est pas le SPC qui parlait? En fait, c'est ESPC qui est le European SharePoint Conference. Mais tu as raison, là, tu as tout à fait raison. Mais c'est deux événements séparés. Donc, je vous mets juste le lien dans le chat aussi concernant le SPC dont Laurent parlait, qui s'en vient donc au mois de juin. C'est une conférence payante, hein, donc vous pouvez vous y inscrire, mais ça sera une conférence payante cette fois. Donc, ouais, moi, j'étais en train de dire qu'on a tellement l'habitude de passer au travers du MVP Summit qu'on a l'habitude maintenant de ne plus en parler. Mais je voudrais juste, sans dévoiler aucun secret de ce qui s'est dit pendant le MVP Summit, cette année encore, pour la 2e fois, donc Microsoft a organisé le MVP Summit, qui nous a permis, nous, de nous connecter avec les product groups. Beaucoup de choses intéressantes. On sent quand même qu'on est de online, donc il y a quand même un peu plus de réticence à donner des informations. On sait que c'est plus facile d'avoir des informations qui échappent quand c'est online, donc c'est un peu mon feeling par rapport à ça. Donc moins d'infos sensibles. Par contre, cette année, ils ont quand même réussi à bien organiser ça. Je trouve qu'en termes de feedback, il y a pas mal de choses dont on avait parlé dans le user group que moi j'ai partagé pendant des sessions, etc. Du coup, le chat, c'est très pratique parce que ça permet de réagir instantanément à ce que vous voyez à l'écran. Ce qu'on ne peut pas faire quand vous êtes en conférence. C'est-à-dire quand on est en conférence on-prem, on ne peut pas lever la main tout le temps, on ne peut pas interrompre tout le temps le speaker. Ce qu'il y a généralement, c'est qu'il y a une session de questions-réponses à la fin. Et puis, on a oublié notre question. Donc, je trouve que ça a quand même ça a cet avantage, y compris pour des gens comme moi qui parlent un peu moins anglais et pour qui il faut un peu plus de temps pour préparer ces questions. Je trouve que le chat, ça a au moins cet avantage-là. Et je trouve que cette année, ça a été assez vivant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Serge, mais... Ouais, mais écoute, moi, je m'en viens brûler des conférences en ligne. Là. Je suis plus capable. J'ai hâte de voir du monde dans des conférences. Donc, ça va prendre une méchante bonne conférence pour me garder, intéressé puis me garder d'être bien content à la suite d'une conférence. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais moi aussi, hein, on le sait, mais je pense que la première conférence qu'on va faire en personne, là, ça va être malade. Mm-hmm. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de speakers. En bon état, je veux dire. Ouais. Stéphane? Oui, c'est juste pour Serge que si tu veux, je peux peut-être organiser une rencontre avec Natacha, très pulpeuse. Ça pourrait t'intéresser pour une petite conférence. Là. On va vous laisser discuter de ça, alors. Okay. Même encore. Mais oui, Laurent, tu as raison aussi. Pardon, excuse-moi, Stéphane? J'allais juste dire, ouais, mais avec les yeux que tu as faits, Serge, je ne suis pas sûr que tu ne serais pas intéressé. Oui, donc Laurent, oui, bonne remarque aussi. C'est vrai que l'avantage, c'est que ça permet en tous les cas aux speakers d'aller faire des conférences, animer des conférences partout dans le monde. Le problème par rapport à ça, Laurent, c'est que du coup, on se retrouve avec les mêmes conférenciers partout dans le monde qui racontent les mêmes affaires. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une conférence qui est capable de se démarquer sur le contenu parce que vous retrouvez quasiment tous les mêmes conférenciers avec les mêmes contenus. Enfin, c'est le feeling que j'ai par rapport aux conférences en général.
Pour le MVP Summit, c'est un peu différent parce que c'est directement les product teams de Microsoft. Et j'avoue que moi, j'étais resté sur ma faim par rapport à Ignite, parce que Ignite, c'est bien, mais on vous avait d'ailleurs proposé de faire un retour sur Ignite et sur les annonces, mais c'est bien, mais c'est que du marketing, quoi. C'est tellement vaporware. C'est bien, mais waouh, il faut attendre 6 mois après pour avoir la capacité à pouvoir tester quoi que ce soit qui est annoncé à Ignite, quoi. Donc c'est bien, c'est le fun, mais j'en attends un peu plus d'un événement comme ça, comme Ignite. Et dans l'MVP Summit, j'ai eu la chance d'avoir un peu plus de nourriture. Oui, c'est vrai, tu as raison. OK. Pour la conférence, ce que j'expliquais un peu plus tôt là, quand je parlais de la conférence en juin, je veux juste sortir quelque chose ici. Celle de Vegas, tu cherches? Oui, celle de Vegas, je l'ai ici. En fait, le SharePoint conférence dans laquelle on était habitué, je vais juste partager mon écran ici. La SharePoint conférence dans laquelle on était habitué, elle ne s'appelle plus la SharePoint conférence. Elle s'appelle le Microsoft 365 Collaboration Conference. Le URL, c'est quand même sharepointnorthamerica.com, mais ils ont renommé la conférence, puis il va en avoir 2. Fait que pour ceux que ça leur tente de prendre la chance d'aller à Orlando au mois de juin, ils vont faire une conférence hybride en juin à Orlando et en ligne, qui va être la partie 1 du SharePoint conférence ou de la nouvelle Microsoft 365. Et du 7 au 9 décembre, il y a au MGM à Las Vegas qui va avoir la conférence. Fait que moi, comme j'étais inscrit il y a 2 ans, il m'avait remis mon inscription pas il y a 2 ans, l'an passé. Il m'avait remis mon inscription pour cette année. Fait que j'espère que Las Vegas, on va pouvoir voyager au mois de décembre pour aller voir la conférence. Là. Fait que si vous êtes intéressé, sharepointna.com, on pourra partager le lien. Il va avoir. En fait, c'est qu'il y a c'est plus le SharePoint avant, c'était le SPC, SharePoint conférence, mais maintenant, ça va être le Microsoft 365 conférence. Ouais. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat OK. pour info. Good. Donc, Cool. si jamais vous êtes intéressé, et ça me fera plaisir de te rejoindre à Vegas au mois de décembre. Et là, qu'est-ce que ça va être énorme, ça. Oui, ça risque d'être pas mal intéressant. Ouais, ça va être sale, je le pense. Au niveau des bars à cocktails, ça va être sale. OK. On va arrêter les conférences. S'il y a d'autres conférences ou d'autres sessions qui s'en viennent. Cette année, je ne crois pas qu'on va faire le SharePoint Saturday encore. À moins il y a tellement de conférences en ligne qui sont là. Je pense les gens, puis j'ai vu plusieurs blogs et plusieurs discussions qui ont été faites là, sur les conférences en ligne. Puis je ne suis pas le seul, je pense, qui s'en vient un peu saturé des conférences. Là. Tout le monde fait des choses en ligne, donc c'est accessible pour tout le monde. Je ne sais pas c'est quoi vous pouvez peut-être mettre des réactions dans la session, puis ceux qui sont encore intéressés par les sessions en ligne nous mettre des petits bonhommes sourires ou des applaudissements ou des cœurs, ceux qui sont intéressés, juste pour voir la quantité de cœurs qui va monter. Et il n'y a pas beaucoup de cœurs. Fait qu'on voit que les conférences en ligne, surtout que là, c'est ainsi, tout le monde, on passe nos journées assis en face d'un ordinateur à faire des sessions en ligne, à parler avec du monde. Puis ensuite, s'il faut passer nos soirées puis nos week-ends aussi assis en face d'un ordinateur, je pense que les gens s'en viennent saturer, là, puis j'ai pas l'air d'être le seul là, de ce que je vois. OK. Fait que ça en dit beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va regarder des petites choses qui sont nouvelles. On va commencer pour la présentation des nouveautés sur Teams. Et ensuite, on va laisser un peu de temps à Nicolas. On va laisser Laurent. Laurent, il n'y a pas beaucoup de choses sur SharePoint qui m'a dit. Donc, on va laisser Laurent parler de SharePoint. Puis ensuite, Nicolas va compléter avec Viva. Parce qu'on ne peut pas dire grand-chose. On peut dire beaucoup de choses à propos de Viva, mais on ne peut pas en montrer beaucoup parce que les tenants ne sont pas encore disponibles. Donc, des petites choses, je vais juste aller me brancher sur... J'ai oublié de faire ça. J'en profite juste le temps que tu lances tes affaires, Serge.
Certains d'entre vous avaient l'habitude d'utiliser demo.microsoft.com. Vous savez tous que maintenant, ça a été renommé dans cdx.transform.microsoft.com. C'est lorsque vous êtes partenaire, c'est une super place pour pouvoir démarrer des tenants de démo et des tenants de test. Juste pour info, tout ce qui est Viva, etc., ça c'est une information qu'on peut donner, mais d'ores et déjà, Microsoft est en train de travailler sur un tenant qui va inclure toutes ces démos-là. Mais on n'a pas de date, mais... Nico, je t'ai coupé. Je t'ai coupé en coupant tout le monde parce qu'il y avait un micro qui embarquait. Fait que réactive ton micro. Pas de problème, pas de problème. Fait que complète ce que tu disais. Non, je dis juste que Microsoft est déjà en train de travailler sur un environnement de démo global qui devrait s'en venir, mais on n'a pas de date. C'est juste dire que pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser ces environnements de démo-là et qui souhaiteraient voir Viva arriver dedans, etc., il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus, mais sans pouvoir donner de date. Ok, je vais essayer de ne pas trop montrer des choses. Mario, tu as une question? Oui, c'est par rapport. Moi, je suis inscrit à msftcommunity.com. Oui. Et puis, ça me permet d'avoir une subscription Enterprise 5. Je trouve ça cool. Oui, en fait... ça peut-tu être une place pour faire des essais, des tests? Ben, pas trop. Okay. En fait, MSFT Community, c'est toujours, en fait, je ne sais même pas si ça va rester, mais c'était l'idée d'avoir une place pour toutes les communautés dans le monde. Donc, comme par exemple notre user group, d'avoir une place où on puisse payer par Microsoft et une place gratuite où on peut exposer notre user group. Donc, je sais que toute la Power Platform est en train de faire la même chose, mais sur une plateforme qui n'est pas du tout celle de Teams. Donc, je pense qu'à terme, MSFT Community risque peut-être de disparaître et d'être remplacé par la même chose que Power Platform. OK. Merci. Je t'en prie. Il y avait Célia aussi qui levait la main. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais, il n'y a pas de date. Moi, j'étais dans une discussion justement pour déployer dans des tenants de test. Il n'y a pas de date, mais j'ai cru comprendre que tout ce qui est UI pour pousser tu sais ça dans le app bar là, ça allait être disponible courant juin. Mais encore une fois, il n'y a pas de date. C'est ce qu'ils espéraient dans des discussions partenaires avec un partenaire de Montréal. Donc je sais pas ce que ça vaut. Je pense qu'ils s'attendent d'ici 2 mois que ça soit stable en termes de déploiement, j'imagine. Mais effectivement, Okay. pas de date, mais je pense qu'il targetait pour juin. Mais ça me paraît loin, ça me paraît dans 2 mois, ça me paraît long. Mais... Si tu me permets, Serge, je vais juste partager. En fait, quelqu'un qui posait la question. Le site que je citais, c'est celui-ci, celui qui sert à faire les Customer Immersion Experience, les CIE, que nous, en tant que partenaire, on peut organiser. Donc, c'est des endroits où vous avez des environnements de démo. Et ce qui est pratique avec ces environnements-là, c'est que vous avez des scénarios en arrière quand vous voulez démontrer certains usages. C'est super pratique parce que on a des scénarios tout faits, mais on a aussi la possibilité de sortir du scénario et puis de pouvoir vous faire des démonstrations de certaines choses. Donc, je sais que Serge, comme moi, on l'utilise assez souvent, ce genre de choses, parce que c'est à notre disposition, puis avec du contenu dedans. Donc, il y a directement des documents, c'est déjà seté, puis on peut déjà l'utiliser. Donc, c'est le fun. Sauf que pour l'instant, on n'a rien concernant Viva. Mais l'info, c'était qu'il travaille dessus. Et donc, on devrait, à un moment, avoir quelque chose là-dessus. Je voulais juste occuper le temps. Alors après, sur la disponibilité des produits, on va en reparler, Célian, par rapport à Bar et compagnie. On va en reparler tout à l'heure. All right. Ben, merci. Fait que je vais partager mon écran. On va commencer avec la première démo. En fait, je pense que c'est avant Noël, j'avais fait une présentation, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on créait une application dans Teams qui pointait vers un site SharePoint et on allait ajouter ça dans la barre de gauche de Teams en haut pour pouvoir aller faire pour pouvoir le rendre disponible. Donc, les utilisateurs, quand ils arrivent dans Teams, ils ont un bouton qui clique dans la barre de gauche, ça présente une page SharePoint qui était l'intranet. Et pour faire ça, ben, il y avait plusieurs étapes à faire. Fait qu'il fallait démarrer le App Studio, il fallait
démarrer le Team App Studio, il fallait aller créer une application, il fallait ajouter l'App Studio en premier, ensuite aller modifier le manifeste pour créer une nouvelle application, aller dire c'est quoi les détails, le nom de l'application, le nom court, le nom long, aller mettre la description. Et une fois que ça c'est fait, les conditions de vie privée, il y avait plein de paramétrisation à faire. Puis une fois que l'application était faite, il fallait aller déployer l'application dans Teams. Puis une fois qu'elle était déployée, il fallait aller créer une policies pour pouvoir rendre ça disponible. C'était beaucoup d'étapes qui avaient à faire manuelles et il fallait faire le développement. Microsoft a sorti récemment, très récemment, en fait, une application. Je vais vous mettre le raccourci. C'est un script PowerShell qui démarre, puis avec le script PowerShell, il va vous prompter pour mettre le lien du portail SharePoint que tu veux rentrer. Ensuite, il va faire une connexion sur ton tenant. Ensuite, là, il va aller te poser des questions. C'est quoi le short URL? C'est quoi le long URL? C'est quoi le nom de l'application? La description courte, la description longue et toutes les informations. Et il va aller déployer tout ça pour toi. Fait que tout ce que j'avais décrit manuellement, si vous téléchargez ce script-là, que je vais vous partager le lien, vous avez juste à répondre aux questions dans le script, puis il va aller faire le déploiement pour vous pour pouvoir ajouter une application. Il l'appelle, c'est drôle parce qu'il l'appelle Viva Connection for Teams Desktop. Ils ont fait ça pour faciliter la connectivité à une page de Viva Connection, mais derrière, tout ce que c'est, la page de Viva Connection, c'est une page SharePoint. Donc, on peut réutiliser ça pour aller publier n'importe quelle page SharePoint dans la barre de gauche de Teams. Fait que ça, c'est. Je l'ai essayé, là, ça va super bien. Fait que c'est pas mal cool. Je vais le partager dans le chat. Comme ça, vous allez avoir l'info aussi. Fait que ça, c'est une affaire à tester. Même si ça s'appelle Viva Connection, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle page SharePoint, ça va fonctionner. Cool? Des questions? Oui, j'en ai une. Oui. Est-ce que ça va être la méthode officielle pour déployer Viva Connections? Parce que c'est vraiment pas grand-chose de plus que ce qu'on faisait déjà, là. Puis ma deuxième question, c'est est-ce que ça permet d'avoir les nouvelles poussées avec une notification? Donc, c'est quand on publie une nouvelle sur l'intranet, d'avoir une notification Teams qui va avec ça. J'ai souvent cette question-là parce que moi, je déploie systématiquement ce que tu as montré là, chez mes clients, même avant que Viva Connection soit annoncé. Mais j'ai pas vraiment de moyen, là, à ma connaissance, là, de faire en sorte que les nouvelles corporatives soient une notification aussi dans Teams. C'est mes deux questions. Nico, je te laisse répondre. Alors, pour répondre à la première question par rapport à Viva Connection, c'est une grosse affaire pour l'instant où tout le monde ne comprend pas très bien ce qu'ils font, pour être honnête. Donc, tout ce qu'on sait dire et tout ce qu'on peut dire, c'est que oui, SharePoint, à terme, va être accessible depuis Teams. Alors, on pourra toujours continuer à accéder à SharePoint, mais d'un point de vue user experience, ce qu'ils veulent vraiment avoir, d'un point de vue de l'usager, c'est de ramener tout à l'intérieur de Teams, comme vous le savez déjà. Donc, SharePoint sera toujours disponible, toujours accessible en tant que service SharePoint, je pense. Pour l'instant, ce n'est pas prévu de changer en tous les cas. Et en arrière, mais par contre, au niveau de Teams, effectivement, le but du jeu, c'est de masquer le plus possible l'utilisation de SharePoint. Je prends un autre exemple. On est encore tanné aujourd'hui, parce qu'il faut le dire comme ça là. On est encore tanné parce qu'on est obligé d'aller dans SharePoint pour démarrer un Power Automate sur un élément qui se trouve dans une bibliothèque SharePoint. OK? Donc ça, c'est... Pour moi, là, c'est pareil, je suis tanné par rapport à ça. Je l'ai dit cette année au MVP Summit. Je leur ai dit, c'est plus capable. Je suis plus capable. Vous dites à tout le monde d'aller dans Teams, vous expliquez à tout le monde d'aller dans Teams, vous dites que Power Automate, c'est super. Vous faites des applications Power Automate, mais quand vient le temps de démarrer une simple automatisation sur un document, Chris, on est obligé d'aller dans un SharePoint. Puis là, les utilisateurs, ils sont perdus. Je suis obligé de former mes utilisateurs pendant 2 mois et demi pour juste aller faire un approve dans SharePoint. Donc là, j'étais un peu énervé quand je leur ai dit ça. Mais je pense que je n'étais pas le seul. Donc j'espère qu'ils ont entendu ça, parce que ce serait bien qu'ils se réveillent un petit peu. La bibliothèque SharePoint, ce serait pas mal que
Oui, le Team Approvals, ouais, mais c'est annoncé, mais tu l'as vu arriver, toi, le Team Approval? C'est-à-dire qu'on a une application Team Approval, mais qui n'est pas active sur les documents. Ah, ben lui, il l'a. Eh ben, écoute, super. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas de chance dans mon tenant. Ben, l'approval est là, Nico, mais tout ce que Oui. ça fait, c'est que ça te pointe vers le Power Automate, Voilà, la liste voilà, des vers le website. approbations, Exact. le site web de Power Automate qui te montre tous les documents ou les approbations qui sont en attente pour toi. OK, Tu alors peux on approuver. parle bien de la même chose, je suis d'accord. Si Laurent, tu as plus que ça, sache que tu m'intéresses. Mais moi, à date, là, la seule chose que j'ai j'ai un approval. Donc, non, ça c'est task. Non. Donc, en plus, je me trompe. C'est juste un approval ici. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il va chercher sur le website de Power Automate. Il va juste chercher sur le site de Power Automate quelles sont les tâches qui sont dans ta liste des approbations. Mais à aucun moment, pour l'instant, en tous les cas, à aucun moment, quand tu vas dans une bibliothèque de documents quelque part dans ton SharePoint, tu n'as la possibilité, faut que j'en trouve un avec un document, mais c'est pas compliqué là. On a la liste des options qui sont disponibles dans les documents. Là, vous le voyez tous, vous le savez tous. Puis, j'ai aucun endroit où je trouve la possibilité de démarrer mon approval, mon Power Automate something. Donc, là, on en est à un point où ça devient gênant parce qu'ils nous disent tous qu'il faut qu'on bascule vers Power Automate et on en arrive à un point maintenant dans l'intégration dans Teams où ça devient quand même gênant de ne pas l'avoir. Donc, effectivement, la fonctionnalité dont vous parliez qui vient intégrer en fait SharePoint à l'intérieur de Teams. Mais ça ne fait pas que ça. En fait, au moment où vous intégrez votre page dans Teams, il y a plusieurs choses qu'il va falloir que vous fassiez. Donc, je ne sais pas si tu veux que je commence à en parler, Serge, ou tu veux que Tu peux y je garde aller, ça pour plus tard. Vas-y. Donc, il y a deux, trois petites choses auxquelles il faut que vous fassiez attention. Par exemple, le fait d'avoir votre home site qui soit convenablement configuré. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une commande PowerShell qui est le set SP home site qui, par défaut, vous envoie vers la page SharePoint. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous cliquez sur le SharePoint, là, vous arrivez sur la page avec tous vos favoris et puis les principaux news qui apparaissent en haut. Donc là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez dans le futur, proche ou lointain, ça dépend de ce que vous voulez, mais il va falloir que vous alliez définir votre SP home site. OK? Merci Serge pour la doc. Donc, vous définissez votre home site, et ce qui fait que non seulement votre page va pouvoir être intégrée après si jamais vous utilisez l'application dont Serge vous a parlé, qui permet d'intégrer directement la homepage dans Teams, mais ça, c'est complètement séparé. Vous pouvez intégrer la homepage dans Teams sans déclarer votre SP Home Site. Le SP Home Site, lui, ce qu'il va définir, c'est quoi votre endroit de référence pour vos nouvelles dans l'entreprise. Les fameuses news corporatives, ou est-ce qu'à partir de quel site elles vont être extraites. Donc, le Home Site, pour l'instant, en tous les cas, il n'est pas encore utilisé, il commence à être utilisé de plus en plus, mais surtout, il va devenir vraiment votre site de référence en termes de navigation. Vous avez déjà tous entendu parler de l'annonce à Ignite qui permettait normalement d'avoir un app bar, donc le fameux application bar de SharePoint. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour normalement la mettre en place. Et puis Serge vous montrera le résultat parce que moi, je ne l'ai pas dans mon tenant. Donc, le app bar, c'est comme pas totalement... c'est peut-être ce que disait tout à l'heure Célian qui justement disait que ce n'était pas encore disponible et que ça s'en venait peut-être. Tout à fait. Mais apparemment, ça a été livré puis finalement retiré, comme disait Laurent. Donc voilà. Donc attention à cette référence SP Home Site. Elle permet aussi, une fois dans Teams, de pouvoir ramener l'expérience de recherche directement dans Teams. C'est-à-dire que quand, par défaut, aujourd'hui, vous allez dans votre Teams et que vous cherchez sur votre SharePoint intranet, okay, donc les portails intranet, les communication sites que vous avez définis, il n'y a pas de connexion sur le moteur de recherche et les résultats de recherche que vous avez dans Teams et les communication sites que vous avez paramétrés. Donc, quand vous êtes dans votre recherche de Teams, vous avez les résultats des SharePoint sites qui sont utilisés par les team sites, par les équipes, mais vous n'avez pas de référence à vos différents portails de communication, vos communication sites. Donc, en utilisant ça, finalement, ce qu'on va faire, c'est ça va permettre de définir à haut niveau quelle est la hiérarchie principale de votre site. Parce que quand on parle de recherche, à chaque fois, il faut être capable de pouvoir positionner, de contextualiser la recherche.
donc en même temps de dire à quel niveau on est dans notre portail. Et comme maintenant on est sur des logiques de multi-portail plutôt que d'avoir un portail unique grâce au hub, eh bien, il faut être capable de définir un home site qui, lui, va permettre de définir la navigation globale. Donc, c'est là où, justement, on attend avec impatience que la Global Navigation soit disponible parce que c'est elle qui va permettre au moteur de recherche de comprendre la hiérarchie des informations qui se trouvent à l'intérieur de votre site et donc de pouvoir plus facilement répondre contextuellement à l'intérieur de Teams. Okay, donc, c'est à ça que va servir le SP Home Site, finalement, en arrière. Donc, pour mettre en place, normalement, le app bar, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que le app bar n'est pas désactivé. Donc, vous voyez que vous avez un paramètre ici qui est le SPO Temporarily Disabled App Bar qui vous permet, si jamais vous le souhaitez dans un premier temps, désactiver le app bar parce que ça pose plus de problèmes à vos utilisateurs le temps de les former. Vous pouvez désactiver temporairement votre app bar. Okay? Donc, en utilisant le SPO Temporarily Disable App Bar en le mettant à True, vous allez désactiver votre App Bar. Ce qui, de toute manière, ne sert pas à grand-chose dans mon cas, puisque je ne l'ai pas. Mais bon. Donc, la chose que vous devez vérifier pour voir si c'est actif, c'est premièrement d'avoir un SP Home Site et deuxièmement de vérifier si votre SPO Temporarily Disabled App Bar n'est pas à True et de le passer à False si c'est le cas. Une fois que vous aurez fait ça, après un certain temps, chez Microsoft, il faut s'habituer à des données relativement variables en fonction au niveau du temps. Mais au bout d'un certain temps, quand vous allez rafraîchir la page qui vous sert de Home Site, vous devriez voir apparaître normalement dans vos settings un menu qui va vous permettre d'activer la navigation globale. Donc ici, vous devriez normalement voir apparaître au-dessus du hub un nouveau menu qui va apparaître et qui va vous permettre d'avoir accès au réglage de la navigation globale. Aujourd'hui, la navigation globale, c'est relativement limité. La seule chose qu'on peut définir, c'est quoi notre home site et puis définir l'icône de home site. Et ensuite, automatiquement, le moteur de recherche lui-même va récupérer les différentes informations pour les documents, les sites, les nouvelles et vous les fournir sous forme d'icônes comme pourrait le montrer Serge un peu plus tard. OK? Donc, c'est globalement tout ce qu'on peut avoir comme expérience aujourd'hui qui est la première étape de Viva. C'est de créer on parle de Viva Connection, là. Donc, c'est réellement de créer une sorte de connexion à l'intérieur du savoir, de la connaissance. Donc, comme je vous l'avais déjà un peu expliqué par rapport au Knowledge Graph, ce qu'on cherche, c'est réussir vraiment à présenter le Knowledge Graph d'une manière où les utilisateurs vont le comprendre. Parce que le Knowledge Graph, c'est juste une base avec des connexions des nœuds qui sont connectés en arrière. Mais ce qu'on veut, c'est être capable de surfacer ces informations-là, donc de présenter ces informations-là au travers d'une page qui soit compréhensible pour l'utilisateur. Donc, être capable de présenter l'information contextuelle au bon moment à l'utilisateur quand il en a besoin. Par exemple, j'ai une réunion dans 10 minutes qui commence et qui va me parler de tel projet. Cette information sera automatiquement poussée en avant et présentée de manière prioritaire dans les flux. Voilà. Donc, c'est typiquement ce qu'on va trouver dans Viva Connection dans un premier temps. Donc, pour répondre à ta question, Célian, je sais qu'on est parti de loin, mais Viva Connection, oui, la première étape, ça va être d'avoir un SP Home Site convenablement défini, d'avoir effectivement, comme vient de le dire Serge, d'utiliser cette application pour pouvoir régler et paramétrer l'application et de l'intégrer dans Teams parce que c'est là où sont vos utilisateurs. Donc, c'est de là qu'on souhaite que les utilisateurs partent pour consulter vos différents portails et activer le App Bar une fois que ce sera disponible, je l'espère, d'ici juin pour la totalité des environnements. Okay. Nico, Bamba a une question. Vas-y, Bamba. Oui, merci Serge pour l'application. Je me demandais, est-ce qu'il est possible de réserver cette application à un groupe d'utilisateurs, mettons, qui soit vraiment visible à ces utilisateurs-là et idéalement de les piner dans la navigation? Oui, ça, tu peux le faire avec les App Policies. Fait que l'application, le script PowerShell, il ne fera pas le App Policy pour toi. Fait qu'il faut aller dans Teams, dans les App Policies. Puis là, tu pourrais avoir 2 ou 3 policies différents qui pointent pour dire, tous les utilisateurs de tel groupe, c'est la policy 1 qui s'applique. Tous les utilisateurs de tel autre groupe, c'est l'autre policy qui s'applique. Puis, dépendamment de ton groupe, tu n'auras pas le même lien qui va apparaître en haut là, dans tes applications, là.
Fait que c'est ce que Nico il montre là. Tu vois, là, il y a une stratégie qui est là. Tu choisis quelle application est épinglée par stratégie. Et les stratégies, ben, tu peux en avoir plusieurs. C'est expliqué dans l'article, dans mon article, là, comment faire pour créer des applications, des policies. Et tu pourrais avoir différentes policies avec différents noms. Puis ces policies-là sont appliquées à des groupes d'utilisateurs différents. Et selon le groupe, ben, ce n'est pas les mêmes applications qui vont apparaître dans la barre de gauche de Teams. Parfait. Merci. Merci bien. Merci, Nico, pour la démo. Mais ça, c'est une excellente question, cela dit. Bamba, ça, c'est une excellente question parce que je pense qu'il y a encore trop d'entreprises qui laissent ça en jachère un peu, là, qui ne s'en occupent pas vraiment de l'admin. C'est important d'avoir une stratégie par rapport à ça. Donc, c'est une très bonne question. Good. Est-ce que tu avais complété, Nico? Oh, je vais venir t'embêter encore un peu plus tard. Je suis pas inquiet. Donc, je vais aller juste montrer. Ici, vous voyez la barre de gauche, là, c'est notre fameuse barre où il montre la page d'accueil SharePoint, mes sites, mes actualités, mes fichiers. Donc, cette barre-là ici, elle va être aussi personnalisable. Mais étrangement, je n'arrive pas à la configurer. J'ai réussi à la placer. J'arrivais à la configurer, puis il ne fonctionne plus. Fait que je ne sais pas ce qui se passe là. J'ai eu la surprise juste avant le début de la session. J'ai regardé, puis je n'accédais plus aux configurations. Fait que ça va revenir probablement. Là. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Fait que c'est cette partie-là ici. Fait que ça clôt ce sujet-là. Je vais aller partager mon autre écran. Dans les autres nouveautés aussi, dans Microsoft Teams, pour gérer les paramètres du compte, ben, on a paramètres qui nous permettent d'accéder à tous les paramètres de notre compte. Et quand on transfère de tenant, fait qu'on part de notre organisation puis on s'en va dans une autre organisation avec le compte de notre tenant, ben, il ne s'appelle plus paramètres maintenant, il s'appelle gérer le compte. Mais c'est exactement les mêmes paramètres que les paramètres qui étaient là. Fait qu'ils ont trouvé une façon différente là, de l'appeler. Selon, quand on est dans Team, dans notre tenant, c'est paramètres qui apparaissent. Mais quand on est avec notre compte de notre organisation, puis on transfère vers une autre organisation, bien, il s'appelle gérer le compte. Fait que, une petite nouveauté qui est apparue là, tout d'un coup comme ça, tout tranquille. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas gardé paramètres, là, mais c'est exactement la même chose. D'autres nouveautés dans Teams, la liste des présences. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Moi, je l'ai dans mon tenant. Quand on est l'organisateur d'une réunion, ben avant, il fallait aller dans les 3 petits points au bout de faire afficher les participants, aller dans les 3 petits points dans les participants, puis dire qu'on veut télécharger la liste des participants. Et on devait faire ça avant la fin de notre réunion, sinon on perdait la liste des participants. La liste des participants, ben, elle s'appelait toujours du même nom, Meeting Attendee List. Fait que si tu avais téléchargé la liste des participants 12 fois, ben, tu retrouvais dans ta bloc de téléchargement Meeting Attendee List 1, Meeting Attendee List 2, Meeting Attendee List 12 et ainsi de suite. Maintenant, pour ceux qui sont chanceux, qui l'ont déjà, ben, à la fin de la réunion, dans le chat, dans la conversation de la réunion, il y a un bouton qui apparaît « Télécharger la liste des présences ». Quand on télécharge la liste des présences, ben, il vient ajouter le nom du meeting, le nom de la réunion dans le nom du chiffrier Excel. Puis, il vient te donner aussi un résumé de la réunion un peu plus intéressant. Fait que c'est quoi le nombre total de participants? C'était quoi le titre de la réunion, l'heure de début, l'heure de fin et les personnes à quelle heure ils se sont joints et quittés avec l'adresse courriel. Puis, c'est quoi le rôle de la personne qui s'est joint à la réunion. Donc, beaucoup plus de détails sur la liste de présence, la liste des participants. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu déjà, qui l'ont accédé dans le groupe? Oui, non? Vous pouvez lever la main? Oui. Ouais, pas encore, mais ça s'en vient, Raphaël. S'il y a une question ou tu lèves la main pour dire oui? Ah, t'as demandé de lever la main. J'ai levé la main.
Mais en fait, au lieu de lever la main, j'aurais peut-être dû dire donnez-moi des petits cœurs. J'aime ça, des petits cœurs. Là. Une Fait que, question. oui, vas-y. Moi, j'ai eu des utilisateurs qui voulaient, qui se demandaient y a-t-il moyen de le désactiver? Mettons, il y a des réunions où les utilisateurs ne voulaient pas être figurés dans les participants. C'est pas dans les options de réunion. Tu peux le désactiver au complet pour toutes les réunions. Ça, j'ai vu ça, là, à moins qu'il ait enlevé au début, là, il y a un script, une commande PowerShell pour activer ou désactiver la liste des présences. Mais si tu le désactives, ça le désactive pour toutes les réunions. OK. Merci. Mais on est d'accord que c'est uniquement les participants de la réunion qui accèdent à ce bouton. Si je n'étais pas invité, je n'ai pas moyen d'y accéder. C'est uniquement l'organisateur qui accède à cette. Encore mieux, c'est celui qui a organisé, qui a fait les invitations. Les autres personnes ne voient pas ce lien-là. Oui, donc ça reste confidentiel. Ça reste confidentiel pour l'organisateur. Oui, réunion au sommet pour savoir qui on renvoie cette année. Ouais. Tant aussi longtemps que l'organisateur ne met pas ça dans son OneDrive avec un lien partagé avec tout le monde. Tu veux dire que si tu n'es pas dans la réunion, Raphaël, c'est mauvais signe, c'est ça? C'est pas d'exemple, oui. D'ailleurs, je pars à la fin du mois. D'accord. Donc, Mario, tu as une question? Oui. Donc, est-ce que vous le faites? Est-ce qu'on fait quoi? À la fin de créer la liste des participants? Ben, c'est tout nouveau. Fait que je vais partager mon écran Teams. Je vais vous montrer dans l'écran Teams ici. Okay. Pendant la réunion, ben, l'ancienne méthode, c'était de faire afficher les participants, de venir ici et de télécharger la liste des participants. Fait que ça, c'est l'ancienne méthode. Je pourrais le faire là, puis, mais j'espère, je ne sais pas dans ce tenant-là s'il est disponible, parce que ce n'est pas disponible dans tous les tenants. Mais ça, il y a juste l'organisateur qui a cette option-là, et il y a juste l'organisateur qui va voir la liste des participants qui va pouvoir téléverser aussi. OK. Mais est-ce que, parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai besoin de cette liste-là comme artefact dans ma formation continue pour l'ordre des ingénieurs. Ben, je vais essayer de penser de la télécharger avant la fin de la... C'est je ça. vais en télécharger une version là, puis on pourra... C'est ça, puis elle va être accessible où? Non, elle n'est pas partagée avec personne, c'est juste l'organisateur qui a accès à ça. Fait que après ça, ben là, moi, s'il y a des adresses courriels qui apparaissent avant de te donner ça, je vais enlever les adresses courriels pour pas que tu aies les courriels de tout le monde. Là. Fait que je vais aller regarder dans la liste. Ah, OK. Il y a ça, ouais. Parce que la nouvelle liste, là, ce que je vous ai montré là, avec le résumé complet, il met même l'adresse courriel des personnes. Fait qu'on ne peut pas nécessairement partager ça avec tout le monde. Oui. OK. Bon. C'est ça aujourd'hui. OK. OK. C'est bien. Bamba, tu as encore une question ou c'est la main levée de tantôt? Une vieille main, excusez-moi. OK. Et Raphaël? Oui, c'était juste pour partager l'information qu'avant, il fallait sortir la liste par les 3 petits points avant de quitter la réunion, sinon c'était trop tard. Maintenant, je peux revenir dans les conversations de mes réunions de la semaine dernière et je les retrouve. Donc, si j'ai oublié, je peux y retourner. Mais effectivement, je n'avais pas fait attention, c'est que l'organisateur, que les miennes. Ouais. OK, cool. Fait qu'une belle nouveauté, ça, parce que ça faisait longtemps que le monde le demandait. Là. Le monde oubliait de télécharger la liste pendant la réunion et il était foutu, il n'y avait pas plus la liste des participants. Fait que je vais partager mon diaporama. Autre option qui est arrivée à partir d'Outlook. 2 nouveautés qui sont apparues dans Outlook aussi comme ça. Quand on va dans notre calendrier Outlook, on a le bouton qui était toujours là de faire une nouvelle réunion Teams, mais ils ont ajouté le bouton Meet Now pour faire une réunion instantanée aussi qui est là. Je ne sais pas pourquoi je ferais ça, mais probablement que je suis en train de parler avec quelqu'un au téléphone puis il me dit « Hey, envoie-moi donc une demande de réunion ».
ben, au lieu de planifier une réunion puis d'envoyer une demande de réunion planifiée, ben, je clique sur le bouton Meet Now qui va démarrer une réunion, puis je vais juste mettre l'adresse courriel de la personne qui va pouvoir se joindre directement dans la réunion. Donc, cette réunion-là n'apparaîtra pas dans mon calendrier comme un événement, c'est juste une réunion instantanée qui arrive. Fait que c'est un nouveau bouton qui est apparu dans Teams, dans Outlook cette fois-là. Fait que ça prend la mise à jour d'Outlook. Fait que si vous êtes avec une mise à jour semi-annuelle, mais probablement que vous ne verrez pas ce bouton-là apparaître avant quelques mois. Fait que selon la mise à jour des clients. Fait que ça, c'est quelque chose j'en parlais avec Nicolas avant le début de la session. Les mises à jour des tenants, des fonctionnalités dans le tenant. Mais Microsoft met plein de mises à jour dans Office très régulièrement aussi. Et j'ai encore des compagnies que j'ai vues là, qu'ils font les mises à jour de leurs clients Office semi-annuels. Fait que la mise à jour semi-annuelle, ben, toutes les nouveautés qui arrivent, ben, ils ne les voient pas arriver, ces choses-là. Fait que bien valider avec votre organisation. Je pense qu'il y a de moins en moins de besoins. C'est l'ancienne mentalité, en fait, de la mise à jour d'Office avant, parce que quand tu faisais une mise à jour d'Office, s'il y avait des macros, ben, il n'y a plus rien qui marchait. Comme vous êtes dans Office 365, ben, je n'ai pas vu ça encore, moi, des choses cassées. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, avec la mise à jour d'Office qui va casser des choses d'une version de Office 365 vers une autre. Fait que tout ça pour dire que le bouton Meet Now, il est là dans le calendrier, mais ça se peut que vous ne le voyez pas si votre version d'Outlook n'est pas à jour. Une autre petite question, tant qu'à faire. Est-ce que vous utilisez le Meet Now? Est-ce qu'il y en a qui utilisent le Meet Now dans Teams? Me mettre le petit cœur si vous utilisez Meet Now pour des réunions instantanées? Fait que c'est un scénario, le scénario que je vous ai donné, là, il y a quelqu'un qui vous appelle au téléphone puis il dit « Hey, montre-moi donc tes informations. » Fait que tu fais le Meet Now puis tu fais juste ajouter son adresse. Tu dis « Ouvre ton team, tu vas pouvoir te joindre avec moi. » Tu partages le bureau direct. Fait que ça ne demande pas de faire une planification puis d'ajouter quelque chose de plus dans ton calendrier. Fait que moi, je le trouve cool pour ça. Fait un petit cœur. Pas la bonne... on va aller partager l'autre écran. Autre nouveauté aussi, que celle-là, je la trouve pas mal cool. Avant, quand je voulais partager, prendre un courriel puis l'envoyer dans Outlook, ben, il fallait aller dans Teams, aller dans une équipe, aller dans le canal, cliquer sur les 3 petits points du canal, récupérer l'adresse courriel, ensuite aller dans Outlook, prendre le courriel puis transférer le courriel. C'était 6 étapes pour prendre un courriel qu'on a reçu puis l'envoyer dans Teams. Maintenant, pour ceux que le Outlook y est à jour, quand tu ouvres le courriel, il y a un bouton « Partager dans Teams » qui est là, qui va ouvrir ton Teams. Il va te demander de choisir l'équipe, le canal, et tu vas cliquer « Envoyer » et ça envoie le courriel directement. C'est vraiment cool, ça. Ça faisait longtemps qu'il y a des clients qui attendaient cette fonctionnalité-là. Je vois qu'il y a des mains levées, Nico. Oui, en fait, je voulais juste apporter une précision parce que si vous êtes comme moi et que vous êtes tout le temps en train de switcher entre 15 000 tenant Teams, cette fonctionnalité, je viens de la tester parce que je ne l'avais pas trouvée encore, puis je trouve ça génial. J'avoue que je trouve ça assez super. Sauf que quand tu n'es pas dans le bon tenant en arrière, dans ta bonne organisation, il va te dire qu'il faut que tu ailles dans Teams, que tu bascules dans ton organisation pour pouvoir parcourir les trucs. Ouais. C'est un peu gênant, mais bon, c'est cool quand même. Oui, mais c'est pas tout le monde qui se transfère de tenant. Fait que pour démontrer ce que Nico il vient de dire, comment ça? Si je viens ici, ben, je suis avec mon Outlook, je suis dans mon organisation Technologia. Et si je clique partager dans Teams, mais dans Teams, je suis branché dans le tenant de Microsoft. Fait qu'il me dit, tu dois basculer. Mais là, je ne le basculerai pas parce que si je bascule, je vais sortir de la réunion. Mais vous voyez, là, si tu n'es pas dans le même tenant que ton Outlook, ben, il n'ira pas se connecter là, pour aller partager dans le Outlook. Ce qui fait du sens aussi, il faut que ton Teams il soit dans le bon tenant pour que Outlook puisse lui parler. Mais bon point, Nico. Merci beaucoup. Le partage de courriel, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer ça. Ça fait longtemps qu'on attend cette fonctionnalité-là. Puis c'est là présentement, puis ça fonctionne très bien.
Le fameux PowerPoint online à l'intérieur de Teams. S'il y a quelque chose que Microsoft met beaucoup d'efforts, puis il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, c'est cette fonctionnalité-là. Pourquoi? Ben parce que présentement, ben, si tu as juste un écran, puis tu partages une présentation PowerPoint, puis tu es en mode plein écran, ben, tu vois ta présentation PowerPoint, mais tu ne vois pas les vidéos des personnes, puis tu ne vois pas les connectivités des personnes et ainsi de suite. Tandis qu'avec le nouveau mode diaporama, ben, on peut présenter maintenant notre diaporama dans le PowerPoint Online. Pour que ça s'ouvre dans le PowerPoint Online, il ne faut pas que ta présentation elle soit ouverte dans l'application Bureau PowerPoint. Fait que tu fais juste naviguer dans ton partage, tu vas récupérer la présentation PowerPoint, ça va l'ouvrir dans PowerPoint Online. Et la portion qui est intéressante de ça, c'est que tu vas avoir la barre en bas, tu vas voir les vidéos des personnes, tu vois si les personnes lèvent leurs mains. Tu as même un mode présentation qui apparaît. Dans le mode présentation, ben, tu vas pouvoir, tiens, je vais aller ici dans mon mode présentateur, on va aller option du pointeur. Dans le mode ici, dans le mode présentation qui existe, ben, tu vois la diapositive en cours, tu vois tes notes, puis tu peux voir les différentes diapositives avec le mode grille, puis sauter directement à la diapositive 12 ou 22 sans être obligé de faire back, back, back ou forward, 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 qui est vraiment cool. Puis en plus, ben, quand tu ouvres dans le mode diaporama comme ça, ben, les participants, ben, tu as l'option en fait de le laisser activer ou pas, mais les participants pourraient. Toi, tu es rendu à la diapositive 3, puis ils veulent savoir si ta présentation va être intéressante. Ils ont un bouton qui leur permet d'avancer dans tes diapositives pour voir ton slideshow, pour voir ce qui s'en vient. Puis il y a un bouton pour revenir à la diapositive qui est montrée par le présentateur. Fait que ça, c'est une des choses qui est cool, là, qui est rendue disponible avec le mode présentation comme ça. Fait que le bac de partage va changer éventuellement. Avec le nouveau bac de partage, ben, on va pouvoir choisir le PowerPoint Live. Ça va s'appeler PowerPoint Live qui va nous permettre de pouvoir aller sélectionner le mode de présentation. Fait que ça s'en vient aussi très bientôt là, dans les partages de diaporamas. Fait que ça fait pas mal le tour. Là. J'ai juste sorti encore une fois pour pas. Il y a plein de choses qui ont été annoncées, mais qui ne sont pas là. Fait que j'essaie de garder juste les choses qui sont là pour ne pas dire hey, ça s'en vient le mois prochain, puis le mois prochain, ben, je vous dis ah non, finalement, ça va être le mois prochain. Et finalement, ben, ça va être le mois prochain. J'essaie de vous montrer ce qui est disponible. Fait que Francis, tu as une question? Oui, par rapport à ce que tu viens de montrer là, dans le PowerPoint Live, l'affaire qui fait que je n'utilise jamais, c'est que si j'ai besoin de basculer pour montrer quelque chose d'autre, typiquement, là, je veux donner une formation, fait que je veux montrer ce qu'il y a dans mon navigateur, je veux montrer ce qu'il y a dans le reste de mon Teams. On dirait que ça marche juste, ou c'est moi qui ai la mauvaise perception, là, mais ça marche juste si tu as juste un PowerPoint à montrer, rien d'autre. C'est moi qui se trompe? C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. C'est juste pour le PowerPoint. Mais c'est un beau feature parce que là, l'inverse, le problème que j'ai, c'est que dès que je présente mon PowerPoint en plein écran, je ne vois pas du tout la face des gens. Donc, les gens, ils peuvent lever la main dans Teams, puis moi, je ne le vois pas parce que c'est moi qui présente, puis j'ai un PowerPoint en plein écran, puis je bascule et tout ça. Fait qu'il y a-tu des trucs pour ça, pour être capable de présenter tout en voyant ce que les autres font? Étant donné que j'ai un seul écran aussi, parce que je comprends qu'il y en a qui ont deux écrans, puis qui ont leur Teams à droite, puis ils présentent l'écran de gauche. Là. OBS. Peut-être avec OBS, tu es capable de bisouner quelque chose. Mais Microsoft a la tendance de, quand ils amènent des nouveautés dans la version en ligne de l'application, ben éventuellement, ils veulent les amener aussi dans la version bureau. Fait on se croise les doigts que peut-être on va avoir accès à ça directement avec l'application bureau pour pouvoir partager notre bureau complet, mais présentement, non. OK, merci. Désolé. Oui, Célia? Oui, ce que tu présentais tantôt là, pour ce qui est Outlook, c'est bien dommage, comme je disais là, de ne pas avoir une option de pouvoir copier un fichier plutôt que d'avoir le mail en entier, juste avoir le fichier et balancer ça dans
dans un dossier, dans un canal Teams, plutôt que d'avoir le mail entier, juste avoir la pièce jointe, par exemple. C'est faisable. Tu peux le mettre dans un OneDrive, mais si tu peux le mettre dans un groupe, mais ça n'arrive pas dans le général, par exemple, de fichiers de ton équipe. Ouais, mais tu peux faire un drag and drop de Outlook vers Teams. Fait que si tu as 2 écrans ou tu sépares ton écran en 2, Outlook et Teams, tu peux prendre le fichier attaché d'Outlook puis le draguer dans une bibliothèque de documents Teams, puis ça va fonctionner. Je suis d'accord, mais tu sais, dans les options que tu as dans ta pièce jointe, dans ton Outlook, là, si tu prends n'importe quoi, tu as des options de OneDrive et des options de copier ça dans un groupe, mais tu n'as pas des options pour Teams. Et c'est ça qui manque un peu. Et il y a aussi un autre truc dans Outlook, là, si je peux rajouter, il y a aussi les notions de labels. Et ça, c'est cool, parce que j'ai vu que tu utilisais les labels, les mentions externes, là, quand tu reçois des emails externes. Maintenant, ils supportent les labels qui sont moins intrusifs, surtout quand tu fais des previews de emails sur les mobiles. Tu mets des en-têtes, attention, votre mail provient de l'externe. Et ça, souvent, en fait, moi, j'ai un Android, puis c'est pareil pour iOS. Tu peux pas voir les previews des emails à cause de ça. Et maintenant, Outlook supporte les tags, là, les labels external, qui va permettre d'avoir quelque chose de moins intrusif, en fait. Ça, je trouve ça cool aussi. Je l'ai testé, c'est pas mal nice. Voilà. Good. Merci. Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous avez vues arriver que je n'ai pas vues? Parce que ça se peut fort bien. Là, on ne peut pas tout voir ce qui rentre. Puis comme ça n'arrive pas dans tous les tenants en même temps, bien, ça se peut qu'il y a des choses dans votre tenant qui sont là et qui ne sont pas là dans le mien. Oui, Raphaël? Je ne sais pas si c'est le bon moment ou le bon sujet, mais j'ai entendu dire que Planner ne nécessitait plus d'avoir un groupe 365 pour l'utiliser. Mais vous en aviez peut-être déjà parlé une autre fois et je n'étais pas là. C'est un collègue qui m'a dit ça il y a la semaine dernière, mais je n'ai pas été testé personnellement. Jusqu'à présent, pour avoir accès à Planner, j'étais obligé de passer par un groupe Office 365. Oui. Et maintenant, il paraît que j'ai plus besoin. C'est une nouvelle annonce. Ça va permettre de créer des plans à l'extérieur d'un groupe Office, puis c'est quelque chose qui appelle le roster. Ah ben, justement, Cathy vient de le pousser. C'est ça. Donc, le roster qui permettra de juste rajouter des gens sans que ce soit tout attaché à un groupe Office en arrière. Mm-hmm. Ils ont définitivement toujours un problème avec les private channels et le fait de pouvoir ajouter des planners à des private channels. Oui, mais une des raisons pourquoi les roasters sont arrivés aussi, il y a un problème qui arrive régulièrement, puis je pense que ce n'est pas encore réglé. Là. Si tu vas dans Planner, puis tu assignes une tâche à quelqu'un qui ne fait pas partie de ton team, de ton groupe Office 365, il va te permettre de l'ajouter pour y assigner la tâche, mais en y assignant la tâche, il l'ajoute comme membre de ton groupe. Puis quand il devient membre du groupe, ben, il a accès à tout le team, il a accès au Power BI, il a accès au Stream, il a accès à tout. Fait que c'est une des raisons pourquoi ils ont développé ces outils-là. Fait que oui, bon point, mais je pense qu'ils ne sont pas encore sortis. Là. Je ne les ai pas vus encore. Là. Fait que, puis je me demandais si ça avait été annoncé. Fait que j'ai vu que Cathy, elle a posté. Fait que c'est pour ça que je ne voulais pas trop parler quand il l'a dit. Je cherchais pendant le temps que c'est allé. Fait que, ben, oui, ça s'en vient. Fait que ça, bon point. Fait que, d'autres nouveautés que vous avez entendu parler, que vous voudriez discuter avant qu'on passe à Laurent? Nico n'a pas parlé d'Yammer. C'est bizarre. Pourtant, il y a eu une annonce sur l'authentification. Ah, justement, mais je suis supposé en parler après. Ah, mais... Je reviens vous embêter avec Viva à la fin, ne vous inquiétez pas. Fait que Mario, on va poster là, un lien là, sur le roster container. Là. C'est vraiment pour permettre de pouvoir faire des partages de tâches avec des utilisateurs. Là. Fait que Cathy a déjà posté de l'information. Fait que on va te poster un lien avec plus d'infos quand ça va sortir. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, Laurent, si tu veux nous parler de SharePoint un peu. Oui, avec plaisir. Je vais poser une question quand même, Serge. Toi, tu l'as déjà sur ton environnement. Il paraît que les propriétaires d'un team ne seront plus juste propriétaires du site SharePoint, mais carrément Site Collection Administrator par défaut. Donc, ils auraient même plus de droits. J'ai vu ça là, il n'y a pas longtemps sortir, comme que ça allait changer. Et je ne sais pas si chez quelqu'un c'est déjà le cas. Pas chez moi encore, mais j'ai vu des gens qui ont dit que c'était en train de passer.
Non, j'ai pas vu, moi, ça. Ben, le créateur, il est Site Collection Owner automatiquement. Ouais, mais quand tu rajoutes quelqu'un dans Teams, tu sais, tu rajoutes des membres, et les membres, tu leur octroies les droits d'administrateur, de propriétaire là, du Teams. Il semblerait que bientôt, ils vont passer Site Collection Administrator directement, plutôt que juste propriétaire du site SharePoint derrière. Et disons que j'ai vu passer ça, j'arrive pas à retrouver la note, je viens juste d'y penser quand tu parlais de Teams. Et je me suis dit peut-être que quelqu'un en a entendu aussi parler qui peut le confirmer là, parce que d'un point de vue gouvernance, ça risque d'être drôle. Ben, ça simplifie la gouvernance, tu n'as plus rien à gérer, ils ont accès à tout. Ouais, ça peut être. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Ouais. C'est pas comme ça que je le vois, mais OK. Je n'étais pas conscient qu'avant, les propriétaires n'étaient pas Site Collection. On dit que c'est juste le créateur qui les fait, mais il y a. Qu'est-ce qu'il nous dit, c'est qui le créateur? Puis là, quelqu'un qui s'en va, le créateur s'en va. Ben, il me semble, moi, que ça a toujours été toutes les. C'est ça, je suis en train de vérifier. Là. Il me semble qu'ils ont toujours été tous Site Collection Owner avant, de toute façon. Là. Owner, mais c'est pas Site Collection Administrator. Ouais. Je vais vérifier. Je suis en train de. Une petite vérif. Je pensais pas qu'il y avait une distinction entre un créateur et n'importe quel autre propriétaire. Là. Normalement, si, parce que quand tu es la personne qui crée le Teams, en fait, oui, tu as Site Collection Administrator, évidemment, parce que tu es le seul, l'unique, là, et que c'est par défaut quand tu crées un site SharePoint. Mais quand tu rajoutes des owners, ils allaient dans le groupe owner de SharePoint et ils n'avaient pas systématiquement dans le groupe Site Collection Administrator. Non, il est Site Collection Administrator. Ça que si je te montre mon. OK. Ça a toujours été ça. Je suis pas mal certain, là. Ou alors c'est l'inverse, parce que moi, dans mon cas, en fait, justement, il est owner, mais il n'est pas Site Collection Administrator. Parce que quand tu crées un groupe Office 365, il y a deux, en fait, quand tu crées un team ou un groupe, il va y avoir deux groupes. Il y a un groupe propriétaire, puis un groupe member. Le groupe member, il est membre du groupe membre SharePoint. Et le groupe propriétaire, il est membre du groupe administrateur de collection de sites. Oui, mais je vais refaire quelques tests parce que dans mon cas, tu vois, justement, j'avais vu ça passer. Si maintenant j'ai un groupe Teams et je l'ai fait avant, là, mais maintenant je ne veux pas faire l'exemple. Des fois que c'est moi qui ai fait une boulette, mais j'ai rajouté une personne qui était membre, je l'ai mis owner du Teams. Je passé owner du SharePoint, mais il n'est pas Site Collection Administrator. Dans Site Collection Administrator, le groupe owner, il n'est pas là? Le groupe propriétaire? Non. Je revérifie, je demandais juste comme ça, j'ai bien tout passé, mais tu ne peux pas mettre un groupe SharePoint comme administrateur de collection. Non, c'est le groupe 365. C'est le groupe 365 qui est là. Ah, OK. Mais je confirme que c'est comme Serge, comme tu le dis, Serge. Je suis sûr. Et c'est peut-être une question de délai aussi. Ça peut être une question de délai. Je pense qu'il rajoute individuellement, moi. Non, c'est comme Serge le dit, là, c'est exactement. Ah oui, okay. Les owners sont des administrateurs de collection de sites, je suis sûr. Okay. Merci pour la confirmation. Okay. Bon, je vais vite partager mon écran, ça ira plus vite. Yep. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Cool. Alors, pour ce qui est des nouveautés SharePoint, on va commencer par la première là, qui date d'il y a un petit moment. C'est celle-ci, la Webpack Toolbox. Alors, je sais que tout le monde ne l'a pas encore, mais ça s'en vient très vite. C'est que maintenant, vous avez enfin la possibilité d'avoir il y a une nouvelle organisation déjà. Donc, on n'est plus obligé en fait, déjà, il n'y a plus le full. Avant, on pouvait mettre en full page là, la partie Toolbox. Et maintenant, on a aussi la possibilité de les trier, etc. Donc, c'est la nouvelle version du Webpack Toolbox. Ça s'est sorti il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines. Ensuite, le Site Translation. Donc celui-là, je ne sais pas si vous l'avez tous vu déjà. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur mon environnement. En gros, maintenant, en fait, Microsoft parlait de la facilité en fait, de traduire les sites. Donc, dans les faits, c'est plutôt pas mal. Si on va sur Site Information, par exemple, on a maintenant, lorsqu'on active la translation, enfin, en tout cas, les plusieurs langues sur un site, on a la possibilité de directement translate plusieurs éléments comme le site name, la description, et si on va dans la navigation, pour chaque node, on est capable dans la partie édition de cliquer sur Translation pour pouvoir en fait avoir les différentes langues actives du site. Petit bémol en tout cas en ce qui me concerne, pour avoir fait l'exemple chez un client et j'étais assez déçu là, j'étais content de leur proposer ça,
Et la question qui tue est, qu'est-ce qui se passe si je prends ma page et je décide de la mettre en français? Bah, ça ne suit pas, ça reste dans la langue. Donc, j'espère que c'est pas fini, j'espère que ça s'arrêtera pas là, en fait. J'ai pas trop de news de mon côté à ce niveau-là, mais c'est un peu dommage de pouvoir faire la translation sans pouvoir faire suivre le reste. Donc, à voir ce qui s'ensuit. Peut-être vous l'aurez remarqué, je l'ai vu chez Serge en tout cas, un truc qui est plutôt pas mal, c'est le Immersive Reader qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, là, il y a peut-être une semaine, pas tout au plus, là je pense. Et grosso modo, ça vous permet maintenant de pouvoir doublement travailler. Moi je peux faire deux choses à la fois, mais je peux écouter et en même temps cliquer sur ma souris. Donc en fait, il suffit de configurer la langue et la vitesse, et après on est capable donc du coup de faire lire l'ordinateur pour comme ça il va voir le contenu de page. Alors, petite particularité de cette fonctionnalité, c'est qu'elle n'est pas visible partout. Alors, généralement, sur les homepages, elle ne l'est pas trop. Et voilà, ça me fait mentir. Non, c'est bon, sur les homepages, ça n'y va pas parce que généralement, il n'y a pas la barre d'en haut. Et ce n'est pas forcément disponible sur toutes les pages. Il faut vraiment qu'il y ait du contenu, sinon elle n'apparaît pas. Et même des fois, elle n'apparaît pas tout court. Le focus mode. Alors, là, c'est là le truc le plus fun. Là, j'avais envoyé un Twitter pour demander à des gens si cela leur arrive aussi. En gros, là, sur ce compte-là, donc là, c'est un compte avec licence. Alors, on voit juste les immersives. Par contre, si je passe sur un compte qui n'a pas de licence, par exemple celui-ci, on a maintenant, en fait, le petit focus qui apparaît ici, qui permet d'avoir une sorte de full screen, en fait, de la page SharePoint. Dans les faits, je ne sais pas si ça apporte grand-chose, sauf si vous avez choisi de mettre un Big Header, le Extended, là, qui prend beaucoup plus de place. Donc, si vous avez peut-être un petit écran, ça peut être useful. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt, là, honnêtement. Mais tout de suite à côté, l'autre fonctionnalité, c'est la partie Analytics. Ça, c'est super cool. Moi, personnellement, je suis un grand fan de tout ce qui est Analytics, surtout dans le cadre de l'adoption des sites SharePoint, voir un peu comment ça se passe. Donc là encore, c'est un peu random là aujourd'hui. Enfin, j'espère que ça s'améliore avec le week-end et les jours qui viennent. Mais en fait, grosso modo, pour l'exemple, j'ai un site pour lequel en fait les deux utilisateurs sont Site Collection Administrator, comme on peut le voir ici, ça on s'en fiche. Et en fait, il s'avère que là, j'ai l'Analytics et le Focus, tandis que sur l'autre, qui a une licence qui plus est E5, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de cache. J'ai validé tout le cache et tout. C'est assez étrange. Et je l'ai déjà constaté avec plusieurs comptes et plusieurs clients aussi. Donc, c'est difficile de faire des démos et d'expliquer aux gens qu'il y a un truc qui va apparaître. Et il y en a certains qui disent oui, je l'ai, et d'autres à côté disent mais moi, je ne l'ai pas. C'est quoi la différence entre les deux? Difficile à savoir. Donc, c'est assez fun. Autre point particulier, je fais souvent le look en fait sur la partie vue de liste. Et en fait, là, je l'ai remarqué aujourd'hui, ça ne l'était pas hier. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas remarqué hier. C'est que maintenant, en fait, Microsoft a enfin acquis, on va dire, tous les nouveaux visuels des différents types de colonnes de sites. Avant, en fait, le Yes or No, il y avait marqué Yes or No. Vous savez, maintenant, c'est une checkbox, enfin, sur le visuel. Les Radiant Buttons, maintenant, ils se font un peu comme les displays de choice. Avant, on avait vraiment les Radiant Buttons. Maintenant, ça y est, ça se goupille comme ça. Donc, on est capable de mettre plusieurs aussi. Les people qui sont maintenant aussi sous cette forme-là, alors qu'avant, ils étaient juste avec le nom-prénom. Donc là, on a même le petit visuel. On est capable de régler ça. Donc, ça, c'est apparu il y a aussi pas très longtemps. Et puis, voilà. Alors, il y a une chose qui a disparu. C'est un peu dommage. Je l'ai posté la semaine dernière sur mon Twitter. Mais en gros, il n'y avait pas si longtemps, on avait le taxonomie qui apparaissait dans la liste des fields ici, mais qui n'apparaît plus. Donc, bon, on a le content type, là, pour certains, si vous l'avez déjà vu. Pour ça, il faut activer sur la liste ou la bibliothèque en question, il faut simplement activer la possibilité de modifier les content types de la liste ou de la bibliothèque. Et là, en fait, ça apparaîtra tout seul. Donc, dès qu'il y a un content type qui est disponible, on peut l'ajouter assez facilement. Ça, c'est plutôt fun. Quoi d'autre? Il y avait deux, trois autres aspects. Comme là, alors ça c'est plutôt fun, c'est plutôt un bug, mais en fait, tantôt tout le monde parlait du home site. Donc là, par exemple, ici c'est mon home site. Alors j'ai activé l'extended mode. Donc là, en fait, je suis avec un utilisateur qui a une licence et qui a des droits. Donc le menu, en fait, là c'est le menu du hub, il est en bas et pas en haut. Ça c'est déjà très étrange. Et après, pour un autre utilisateur qui lui, en fait, est, je crois, membre ou peut-être visiteur. Donc le hub, il est bien à la bonne place, mais par contre, la navigation rapide là, du site est là, et ça fait ça. C'est des choses encore assez étranges là-dessus. Là. Je ne sais pas si d'autres l'ont déjà constaté. Mais voilà, c'est toujours encore des trucs qui sont fascinants après pour expliquer ça aux utilisateurs, de pourquoi ça ne ressemble pas sur un écran versus l'autre.
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme nouveauté, je crois, du côté Microsoft. Enfin, côté SharePoint, c'est assez serré là, ces quelques semaines, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Serge? Excellent. Je sais Ok. pas. Est-ce que. Ouais, pardon, excuse-moi, Serge. Non, ben, j'allais juste dire merci, mais vas-y. Non, mais je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Laurent. Je vois une question de Stéphane. Pour éditer une liste, est-ce que nous devons toujours se mettre en edit grid? Pour éditer une liste. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux prendre la parole, Stéphane? Ben, Célia a répondu à la question, mais ici, si on voudrait changer, par exemple, le radio button choice, il faut toujours se mettre en mode edit grid pour updater les données. Non, moi, tu cliques dessus. Tu cliques dessus. Normalement, tu n'as pas besoin. Tu cliques dessus, ça va ouvrir un panel à droite. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, merci, Célia. Et tu as le Edit All en haut si tu veux être dans un mode plus cool. OK. Merci. OK. Une autre question pour notre ami Laurent qui est en ligne? Développement peut-être? Il n'y a pas de développeur. On n'a plus de développeurs maintenant que... Maintenant que tout est online et qu'on a juste à consommer les affaires, on n'a plus de développeurs. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent là. Là, il y a du condensé. Ouais, si tout le monde ne suit pas, j'avoue que c'est assez compliqué à suivre. Là, ça sort toutes les semaines, il y a un nouveau truc. Et il y en a en plus qui en rajoutent encore à côté de Microsoft. Là. La tendance du jour, là, c'est peut-être vous en avez entendu parler, c'est Cypress. C'est ce qui permet de faire des tests end-to-end. Il y a des équivalents aussi. Donc moi, je travaille pas mal là-dessus aussi sur les équivalents de Cypress. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un test end-to-end? Oui, bien sûr. En fait, j'en ai même fait. Je vais préparer un blog post et déjà une vidéo. En gros, c'est vous créez un composant web part. Plus souvent, ça va être pour le web part. Il faut que ce soit visuel déjà dans un premier temps. Et en fait, les tests end-to-end, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de simuler les actions utilisateurs pour, par exemple, tester un web part. Alors, peut-être, je vais prendre l'exemple ici. Vous avez une page sur laquelle je cherche mon web part ici. Voilà, donc là, en fait, je suis un utilisateur, je veux faire un test d'un composant web part qui a été développé. Quelles sont les actions que je vais réaliser? Donc déjà, je vais me connecter au site. Donc en fait, le but du end-to-end, c'est de vraiment avoir un screen. Donc on va voir ce qui se passe. Donc on va simuler toutes les actions utilisateurs. Il va se connecter au site, il va aller sur la bonne page. Depuis la bonne page, il va cliquer sur le bouton Edit. Le but, c'est de lui faire exactement ces actions-là. Si le web part est déjà là, il n'a pas besoin de l'ajouter. Si le web part est déjà là, il a juste besoin de rentrer dedans et ensuite de le configurer. Donc si je prends un web part configurable, par exemple Quick Links, le but après, c'est de vérifier sur le end-to-end, est-ce que le web part est bien présent, est-ce que le bon nombre est affiché. Si maintenant je décide de faire une modification de visuel ou de fonctionnalité, en fait, ça aujourd'hui, c'est ce qu'on voit maintenant, nous, visuellement parlant, on est obligé de faire en fait l'action manuellement pour tester la couleur, les bonnes tailles, le bon nombre, etc. Et tout ça, en fait, maintenant, on est en mesure de l'automatiser. Donc, en fait, on va pouvoir, toutes ces actions manuelles, on les automatise via, on va dire, justement, cette petite solution qui va simuler toutes ces actions. Et si tout se passe bien, tout se passe bien, le test passe. Maintenant, si ça se passe mal, par exemple, on n'a pas le bon nombre de boutons, ou alors le rundown n'est pas celui qu'on a décidé. Par exemple, je décide de mettre du tile, et finalement, au lieu d'avoir des tiles, le but de ce type de solution, c'est d'aller chercher dans le code, là, finalement, le visuel, vérifier la bonne classe CSS, vérifier que le visuel est bon, que le bon nombre est bon, le nombre de champs, etc. Comme si on le faisait visuellement, finalement. Et ça permet de faire tout ça. Okay. Donc, je vais préparer un blog post là-dessus, d'ailleurs, prochainement. Si par hasard, je crois que je l'ai là, je peux vite vous faire une toute... Non, mais ce qu'on peut faire, si tu veux, Laurent, c'est que si jamais on peut l'ajouter peut-être dans les sessions à venir, peut-être une session sur justement les tests end-to-end. Avec plaisir, ça me fera plaisir. J'ai déjà préparé quelque chose avec une alternative de Cypress, justement. Donc, il y a ça. Serge, est-ce que tu es partant? Je suis toujours partant quand il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à notre place. Non, puis en plus, ça fera plaisir aux développeurs un peu, parce que c'est vrai qu'on leur parle un peu moins en ce moment. Donc, on pourra peut-être, on a eu une proposition aussi de Sébastien Levert de nous faire une petite session, fait qu'on pourra peut-être faire une soirée développeur avec Sébastien et Laurent.
Ça va faire plaisir à tout le monde. J'allais justement en parallèle de ce que disait Laurent, c'est on a donc la chance maintenant d'avoir de nombreux de nos petits amis qui font partie de l'équipe Graph chez Microsoft et il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils travaillent actuellement. Puis j'aimerais que ça serait intéressant qu'ils viennent nous en parler. Ça sera très intéressant justement. C'est en juin, mais on est déjà booké. Ouais, non, c'est une bonne idée. Donc, développement vite fait, donc ce qui est SPFX, la prochaine version du SPFX. Attention, ceux qui ont utilisé la version 12, elle ne marche pas. Donc, il faut attendre la 12.1. La 12.1 est en mode, on va dire, pré-release pour des bêta-testeurs. Là, ceux qui ont envie de se risquer d'utiliser la 12, soit personnellement, soit pour son entreprise. Toujours des trucs de développeurs. Toujours des trucs de développeurs, ça, le tooling. Hein. Ouais, ça arrive assez rarement quand même qu'ils se plantent là-dessus. Là, c'est quand même assez rare. C'est que t'es quand même un gros morceau. C'est comme Yammer pour moi. C'est comme Yammer pour moi, ça revient même. Yammer, il n'y a pas de dev sur Yammer, ça facilite grandement les choses quand même. Donc, voilà, pas de développeur, c'est sûr, il y a un tas de fonctionnalités de sous-jacentes, on va dire behind, là, qui sont toujours très intéressantes à prendre, c'est sûr. Ok, voilà. cool. Pas de questions, Nico? Alors moi, je vais en profiter si vous le voulez bien. Premièrement, je vais vous présenter un truc dont je vous avais parlé il y a déjà un petit moment. Et puis, je n'avais pas vraiment pris le temps de vous... je vous avais juste montré 2-3 écrans comme ça. Parmi les choses sur lesquelles Microsoft travaille depuis pas mal de temps maintenant, puis qui sont en train de passer mainstream. Particulièrement, ce qui me fait penser à ça, c'est que vous avez vu tous la dernière Ignite, avec l'annonce qui a été faite sur HoloLens et sur tout ce qui est VR. Ça a été quand même la grosse annonce de cette année, donc, cette capacité à pouvoir organiser tout ce qui est mesh et tout ce qui permet justement d'avoir des réunions semi-présentielles. Je sais que ça ne va pas plaire à Serge, mais ça ne va pas être suffisant à mon avis. Mais disons que dans une situation de crise comme on en vit une actuellement, c'est quand même assez intéressant de voir que la place que prend la VR. Et je pense, mon point de vue, puis je pense que je ne suis pas le seul parce qu'on est plusieurs à le partager entre MVP, entre autres. C'est sûr que depuis 1 an et demi, ce qu'on vit a catapulté complètement la VR. Mais ce n'est pas du simple au double. Là, les investissements sur la VR ont été multipliés par 50. Donc, c'est juste complètement surprenant, enfin hallucinant de voir les efforts qui ont été réalisés. On est toujours sur des casques, malheureusement, avec HoloLens qui sont à $4 000 $5 000 le casque. D'ailleurs, j'espère pouvoir en récupérer un bientôt, donc si jamais ça vous tente, peut-être quelque chose qu'on pourra essayer. Et la capacité à pouvoir intégrer à l'intérieur de SharePoint un SharePoint Spaces. Donc, vous en avez déjà entendu parler probablement. Si jamais ça vous intéresse, réagissez avec cœur, sous ce que vous voulez. Si jamais vous voulez qu'on organise une session sur SharePoint Spaces et à quoi ça sert. Comment utiliser SharePoint Spaces? À quoi ça sert? Est-ce que ça fait du sens d'investir là-dedans et de regarder là-dedans? Donc, c'est vraiment... bon, je vois que quelques-uns réagissent. Si vous voulez, on pourra organiser une session là-dessus juste pour vous montrer ce qu'on peut faire dans Spaces et puis savoir vous montrer à quoi ça sert. OK? Donc, autre petite chose que je voulais vous montrer depuis un petit moment, c'est que vous avez la possibilité, depuis déjà un petit moment maintenant, de faire une activation d'un service de test qui s'appelle Mocha, Project Mocha. Donc, Project Mocha, c'est un projet. Okay, c'est un peu comme Cortex. Il ne faut pas voir ça comme un produit, il faut voir ça comme un design, comme un concept car un peu. Hein, c'est comme un concept qu'on est en train de mettre en place. Donc là, en fait, on recherche, grâce à Mocha, la capacité de pouvoir traiter les mails différemment. Donc, vous avez la possibilité ici d'appliquer une politique sur vos mailbox OWA pour activer ou non Project Mocha dans un environnement de test. S'il vous plaît, ne le faites pas dans un environnement de production, faites-le dans un environnement de test. Maintenant, une fois que vous avez activé cela, il suffit tout simplement de vous rendre ici dans votre Outlook Online. Ça n'est disponible que dans Outlook Online. Et quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez accès à votre Project Mocha. Qu'est-ce que c'est que Project Mocha? C'est ni plus ni moins qu'une nouvelle façon d'organiser et de structurer encore une fois vos contenus. Donc, à l'intérieur, le projet en tous les cas de Microsoft, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur des emails, les utilisateurs stockent quand même énormément d'informations. Donc, on voyait tout à l'heure Serge qui montrait la feature qui permettait de prendre un email et de le partager dans un Teams, ce qui est une excellente idée. Moi, je trouve que c'est l'idée super bonne.
Mais à un moment, il faut être capable de, là aussi, structurer notre contenu, de planifier notre contenu. Donc, au bout d'un moment, dans nos emails, il y avait la grande annonce qui était, une fois qu'on va avoir mis tout dans notre boîte email, on va avoir de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de traiter, bref, un truc qui n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, on est tous, en ce qui me concerne, je suis toujours avec ma boîte email et avec mes 250 emails par jour que je n'arrive pas à traiter. Donc, l'idée, c'est de réussir à trouver un moyen de les mettre en place. Donc, par exemple, je peux très bien créer un plan, donc à partir d'un modèle ici. Donc, j'ai des modèles qui sont prédéfinis pour moi, avec des plannings hebdomadaires, des plans de projet, des plannings scolaires, plannings de repas, bien-être personnel. Ce ne sont que des tests, encore une fois, pour l'instant. Donc, vous pouvez créer vos propres espaces, bien sûr, ou partir à partir d'un modèle. Et une fois que vous êtes dans votre espace, ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer des emails que vous avez, donc des contenus que vous recevez par email, et vous allez pouvoir les structurer. Donc, à quoi ça ressemble? J'ai par exemple un mail que je viens de recevoir par rapport à une formation demain. Je ne veux pas la louper, donc je vais la déplacer sur mon espace ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais être capable de créer des relations entre mes différents éléments. Je vais être capable de les structurer. Je vais être capable d'ajouter des to-do. Donc, je vais pouvoir ajouter des tâches ici qui vont me permettre de faire penser à rajouter ou à ajouter ou de penser à faire quelque chose, par exemple. Donc, je vais pouvoir, comme ça, organiser mon contenu, attribuer des couleurs pour pouvoir… bon, jaune, c'est vraiment moche. Rose, pas mieux. OK, donc on va pouvoir, comme ça, organiser notre contenu. Le but du jeu, c'est de réussir à garder le focus, encore une fois, sur notre travail. Donc, un projet quand même assez intéressant parce que l'équipe qui est en arrière continue à travailler dessus. Il n'y a pas d'annonces qui ont été faites dessus, mais c'est un peu comme dans les projets style… des projets qui ont été souvent utilisés pour fournir d'autres technologies aux produits qu'on utilise actuellement. Donc, ça peut être quelque chose qui va servir, par exemple, à fournir une nouvelle fonctionnalité à Task ou à des choses comme ça. OK? Donc, assez intéressant. On peut créer comme ça des buckets qui vont nous permettre de contenir d'autres éléments qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur, organiser, créer des bucket lists. Le but, ce n'est pas de recréer Planner. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile à organiser. Et l'ambition, parce que c'est l'ambition à terme, d'être capable de pouvoir cartographier votre mind, réaliser un mind mapping. Donc, encore une fois, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, je fantasme depuis très longtemps, je rêve depuis longtemps d'avoir une application qui est capable de pouvoir gérer mon mind mapping de la journée, d'être capable de dire aujourd'hui quels ont été mes focus, qu'est-ce que j'ai loupé et qu'est-ce qui est important qu'il faut que je regarde. Donc, à partir de mes emails, mais également à partir des documents qui vont sortir depuis mon Office 365, d'être capable de pouvoir organiser, structurer mon contenu en disant hey, ce truc-là, il a popé, il a été intéressant, il a été consulté par 250 personnes ou 15 personnes de ton entreprise qui travaillent sur le même projet que toi et toi, tu ne l'as pas vu. Donc, il faudrait peut-être que tu le regardes. Donc, c'est encore une fois être capable de pouvoir organiser mon temps, mais sans rentrer dans un planner qui, lui, est plus dédié à la structure de projet puis l'organisation de tâches. OK? Donc, je voulais juste vous partager ça. C'est Project Mocha. C'est… est-ce que Mocha est disponible sur Outlook standard? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ça. Non, c'est une affirmation. Moi, en fait, j'ai découvert Mocha sur mon Outlook standard. J'ai vu une nouvelle icône apparaître. Puis j'ai vu que c'était en preview aussi. Okay. Mais j'ai un Outlook avec un plan premium juste pour le stockage. Et j'ai vu, je ne sais pas si ça joue ou pas, mais en tout cas, c'est un perso. Là, c'est pas Office 365. C'est Office derrière, mais c'est un perso, quoi. C'est pas du corporate. Ce qui est curieux, c'est qu'il soit activé par défaut. Et, ouais, j'ai juste à côté de l'option courriel, calendrier, people, to do, j'ai juste un nouvelle icône et c'est apparu. Et c'est comme ça que je l'ai vu, en fait, avant de le voir dans 365. Intéressant. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir ramener donc, les mails, les documents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça s'en vient. Les événements qu'on va pouvoir attacher directement à mon planning, si je souhaite rattacher des réunions ou des événements qui ont eu lieu. Et j'ai la possibilité également de faire des copies d'écran. Donc, je peux copier un website, je peux organiser mon contenu et réussir à structurer, encore une fois, mon mind mapping autour de cette application-là. Donc,
Rien de fou, c'était juste vous dire que si jamais, encore une fois, vous voulez le tester, cette application, elle est là. Il y a toujours du travail qui est réalisé dessus. Et puis voilà, c'est un peu dans la série des Sway, par exemple. Ça me faisait rire tout à l'heure parce que je regardais la démonstration de Serge et on nous promettait il y a quelques années que Sway allait remplacer PowerPoint. Et puis quand je vois aujourd'hui l'évolution de PowerPoint et ce qui est encore annoncé dans PowerPoint comme nouveauté, je me dis qu'on a encore pas mal de temps à utiliser PowerPoint. En parlant des applications sur lesquelles on n'a pas eu beaucoup de nouveautés depuis quelques temps, Stream. Donc, Stream, vous le savez maintenant, on a enlevé de Stream quelque chose qui était le stockage de nos fameuses réunions. Okay? Donc, les fameuses réunions 1 à 1 et puis les réunions en général de Teams ont été arrachées de Stream pour la partie stockage. Okay? Vous le savez, Stream, c'est présenté comme un portail ici, un peu comme à la YouTube pour organiser votre contenu. Mais bon, Stream, c'est en arrière beaucoup plus que juste un portail de vidéo. Donc, juste ce qu'il faut savoir, c'est que il est un peu aux abonnés absents en ce moment, Stream. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'annonces sur les nouveautés de Stream. Je veux juste faire un tout petit pouce là-dessus. On ne peut pas en dire beaucoup plus, mais juste vous dire que l'équipe produit en arrière de Stream travaille actuellement sur la nouvelle version. Voilà, merci Serge. Sur la nouvelle version de Stream qui est déjà annoncée. Donc, un rebranding complet. Donc, il suffit juste de voir la structure aujourd'hui de Stream. Hein. On est avec un web.microsoftstream.com. Ça n'a aucune allure par rapport à la nouvelle règle de Microsoft, puisque maintenant, la nouvelle règle de Microsoft, ça devrait être stream.microsoft.com. C'est la nouvelle norme de nommage chez Microsoft. Et normalement, l'admin devrait s'appeler admin.stream.microsoft.com. Et donc, on n'a pas encore réellement de dates qui sont annoncées par rapport à ça. On a on sait que ça s'en vient. Donc, probablement d'ici juin, j'espère qu'on aura la possibilité d'en parler. Juste vous dire que c'est quand même un produit qui continue d'évoluer, en dehors du fait de stocker les vidéos, mais il continue, grâce à son service de streaming qui est en arrière, de streaming vidéo, de pouvoir conserver tout ce qui est événements directs qui sont stockés à la fois dans Teams, mais aussi dans le prochain produit dont je vais parler, qui est Yammer. OK? Donc, Stream est toujours là et puis va toujours être utilisé, mais il va vivre un peu la même chose que ce que Yammer a vécu, c'est-à-dire une refonte complète de la présentation de Yammer. Donc, je sais que Yammer, beaucoup d'entre vous rient encore à gorge déployée de Yammer parce que il y a très longtemps, c'était un produit qui était à la mode. Oui, c'est vrai. Il y a une information qui est quand même super importante. Et merci Serge. J'en ai au moins un. Non, il y a une information qui est super importante. Encore une fois, quand on regarde le cycle de vie d'un produit chez Microsoft, il faut regarder son papa. Okay? Il faut regarder qui est responsable de ce produit chez Microsoft. Il n'y a qu'à voir Jeff Tepper. Le positionnement de Jeff Tepper aujourd'hui fait que c'est sûr que SharePoint, on ne va pas tout de suite en entendre l'oublier parce que c'est de là d'où il vient et puis c'est son cheval de Troie, c'est son cheval de bataille. Donc, petit à petit, tous les produits qu'il va aller déployer vont partir de l'équipe qu'il a constituée à la base, qui était l'équipe de SharePoint. Dans son équipe, à Jeff, il y a quelqu'un qui s'appelle, j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de Yammer, qui donc a racheté Yammer en 2011 pour pouvoir, tôt ou tard, l'intégrer à SharePoint. Stratégiquement, ils ont acheté la plateforme pour acheter les clients qu'il y avait en arrière de Yammer. Et puis, Yammer est tombé un peu aux oubliettes parce qu'ils ont capitalisé, enfin, ils ont racheté les clients, mais ils s'attendaient à ce que les clients migrent massivement vers SharePoint et vers Teams. Ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. Un peu, mais ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. Et donc, l'équipe produit de Yammer a totalement refondu Yammer pour pouvoir l'intégrer à Office 365, ce qui était un gros travail parce que, il ne faut pas l'oublier, Yammer était stocké chez AWS, donc Yammer fonctionnait chez AWS avec tous les services d'AWS en arrière, donc tous les microservices qui étaient développés là-bas. Le Corporate Network, donc le Knowledge Network en arrière de Yammer, était lui aussi bâti entièrement sur AWS. Donc, il a fallu déplacer tout ça à l'intérieur d'Azure pour que Microsoft puisse l'exploiter convenablement. C'est fait, le back-end a été migré, ce qui a permis, en fait, en conservant l'ancien front-end, ça a permis à Microsoft en arrière de migrer le back-end. Maintenant que le back-end a été migré, ils ont enfin
fait évoluer le front-end. Et puis, le front-end est en train de largement évoluer. Pourquoi? Parce que c'est Yammer qui va, encore une fois, comme je vous expliquais la dernière fois, c'est Yammer qui va servir, pas que Yammer, hein, mais c'est Yammer qui va beaucoup servir à pouvoir convenablement structurer les conversations, qui sont beaucoup moins faciles à structurer à l'intérieur de Teams. Okay? Teams, pour souvenir, hein, vous le savez déjà, on travaille toujours sur des boîtes Outlook qui servent à contenir les conversations. Donc, en termes d'usage, en termes de fonctionnement, ce n'est pas vraiment simple. Sortir les informations d'une boîte Outlook, ça reste toujours très compliqué en termes de conformité, donc de tout ce qui est sécurité et conformité. Et puis, ça reste une technologie qui n'est pas super bien, enfin, qui n'a pas beaucoup évolué, quoi. Enfin, en back-end, elle a beaucoup évolué, mais pas tant que ça, finalement. Donc, on compte toujours sur Yammer pour pouvoir faire évoluer, finalement, les discussions qu'on a aujourd'hui dans Teams. Donc là, quand on parlait tout à l'heure de Viva, dans les investissements qu'il va vous falloir réaliser dans les prochains mois ou prochaines années, si vous souhaitez réellement plonger dans Viva, ça va être probablement de regarder de plus en plus du côté de Yammer. Je ne dis pas qu'il faut remplacer tout par Yammer. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que quelquefois, on essaie de faire entrer dans Teams des choses qui ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui à Teams. Particulièrement, aujourd'hui dans Teams, on l'a tous, c'est cette fameuse équipe générale, donc la fameuse équipe qui correspond à votre organisation et qui permet d'avoir un Teams général à l'organisation. Moi, pour moi, tant qu'à moi, ce Teams général, pas forcément sûr qu'il reste très longtemps, ou en tous les cas qu'il ne soit pas déprécié vis-à-vis de Yammer qui va s'en venir en arrière finalement comme équipe globale. Alors, pour répondre à Laurent, non, ce n'est pas David Sachs, c'est Jared Spataro. C'est Jared Spataro qui est donc le responsable de Yammer chez Microsoft. Et ce que je voulais dire, c'était que Jared Spataro, c'est comme par hasard celui qui est Product Owner, General Product Manager pour Viva. Donc, miracle, chose surprenante. Donc, c'est Jared Spataro qui est en responsabilité de tout ce qui est Viva et qui était donc la personne qui a acheté pour le compte de Microsoft, qui a réalisé la transaction d'acquisition de Yammer à l'époque, avec Sachs et un autre. Donc, oui, donc faut toujours regarder où sont les gens chez Microsoft et comment est-ce qu'ils travaillent. Et donc, pour aller dans le sens de l'intégration, encore une fois, de Yammer, vous avez donc de disponible directement dans vos applications Teams une application qui s'appelle non Yammer, mais Communities. Intéressant, ça. Le nom, à chaque fois, ça reste toujours très intéressant. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de réticence des utilisateurs à changer Yammer en Communities que SharePoint en Site à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de gens à se plaindre du changement de nom de Yammer en Communities que de SharePoint on Site à l'époque. Mais c'est des choses qui vont arriver. Donc, en arrière, maintenant, on ne parle plus de groupe Yammer, on parle juste de communauté, ce qui permet de faire une vraie distinction à l'intérieur de Teams. Teams permet d'avoir des équipes de travail. Okay? Donc, ce sont des équipes, plutôt des équipes souvent réduites, parce que à l'usage, et puis pour en avoir discuté avec beaucoup de monde, structurer du contenu à l'intérieur de Teams, c'est juste impossible. Structurer une conversation dans Teams, c'est un cauchemar. D'être capable de retourner sur l'historique, d'être capable de... Oui, le moteur de recherche est cool, mais finalement, sans les hashtags et sans cette capacité à pouvoir utiliser ces fameux hashtags, ben, on est un peu perdu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que justement, c'est ce que, à mon avis, Yammer va venir apporter dans Teams. La capacité à pouvoir justement catégoriser nos conversations avec les fameux objets de conversation qu'on utilisait avant. Est-ce que ça deviendra un hashtag Teams? Pour l'instant, je ne pense pas. Pour l'instant, très honnêtement, je ne pense pas. Parce que, encore une fois, la technologie qui conserve les conversations Teams ne permet tout simplement pas de pouvoir tenir compte, de pouvoir gérer techniquement les hashtags. Seuls des systèmes de type Yammer vont aujourd'hui permettre de pouvoir gérer les hashtags. Mais les hashtags vont être les mêmes que ceux qui sont les fameux topics. Donc, aujourd'hui, on est encore avec des hashtags. Donc, si vous êtes dans Yammer et que vous utilisez un hashtag, vous allez pouvoir utiliser les hashtags. Et on peut les utiliser, etc.
Et petit à petit, ce qu'on va voir, donc de plus en plus avec Viva, c'est pas vraiment annoncé, mais ça, c'est quelque chose on peut deviner, hein, avec cette idée de topics qu'on va générer avec Viva. Donc, la partie Viva Topics, que je pourrais vous remontrer parce que maintenant, on a les tenants qui sont enfin fonctionnels. Donc, Viva Topics qui permet de justement de venir créer une référence pour tous nos hashtags. Donc, les fameux metadata, Enterprise Metadata, le fameux service Enterprise Metadata Services qui est remplacé. Donc, c'est toute la modernisation de notre fameux Metadata Service Enterprise, Enterprise Services, qui est donc modernisé par Viva Topics, avec cette notion d'intelligence artificielle pour les détecter automatiquement. Mais le plus important, encore une fois, c'est ce service avec les API maintenant disponibles qui vont permettre de pouvoir utiliser ces topics dans les différents services. Donc, est-ce que Teams, à terme, utilisera Viva Topics et les intégrera? Probablement que oui. Mais je ne sais pas du tout dire à quel horizon. Je ne sais même pas ce que ça va demander comme travail pour Microsoft. Mais ils l'ont en tête, c'est évident, quoi. Par contre, les pages SharePoint qui sont intégrées dans Teams, comme on l'a vu tout à l'heure avec la page d'accueil, par exemple, pour pouvoir parcourir notre intranet, les topics vont pouvoir être disponibles. Les topics vont être fonctionnels. Donc, j'aurai la possibilité, grâce aux topics, de venir survoler un hashtag ou un élément qui va être surligné avec un lien directement depuis la page principale de mon portail qui sera intégré dans Teams également. Donc, on commence à aller vers les fameux Enterprise Metadata qui vont commencer à être disponibles. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse à ma question cette année vis-à-vis de l'équipe produit, qui était est-ce qu'on va bientôt pouvoir connecter le Viva Topics, le repository de Viva Topics, directement sur nos documents. D'être capable de pouvoir, depuis Word, Excel, d'aller dans les fameux attributs ou les fameux attributs les topics qu'on souhaite ajouter, d'être capable d'aller chercher dans notre base de Viva Topics pour pouvoir assigner directement les documents. Ça, pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse là-dessus, mais on verra. Donc, Nico, tu n'oublies pas ton timing. Hein? Oui, justement. Mais Viva Topics, là, Viva, je devais parler de Viva, et puis c'est exactement ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que Viva, le but de Viva, c'est de créer des connexions entre tous ces éléments-là. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure d'intégration de la page de SharePoint dans Teams, l'intégration, comme on l'a vu, des différentes communautés au travers de communautés ici, qui vont être les communautés Yammer, tout ça interconnecté au travers de Viva Topics, c'est ce à quoi il faut vous attendre, c'est ce vers quoi on va. Donc, Viva Connections, c'est à ça que ça sert. Et pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire dans Viva Connections, c'est donc intégrer la page, avoir la page directement de SharePoint dans Teams avec le app bar quand elle est disponible, et en théorie, la recherche qui permet directement, dès maintenant, de pouvoir intégrer les éléments de recherche qui viennent de notre portail. Voilà. Ben, merci, Nico. Fait que, on espère que les mois, que très bientôt, on va pouvoir parler un peu plus de Viva pour faire des démonstrations. Ben, il va falloir être patient, je pense, encore un petit peu. C'est des choses qui sont en plein développement. Il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. Ça va nous permettre de nous garantir d'avoir de l'ouvrage aussi pendant un bout de temps, là. Il y a une question intéressante de Laurent. C'est Viva versus Microsoft Learning Pathway. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que Learning Pathway va être remplacé par Viva Learning, qui va être un service de Viva, donc le quatrième service. Viva Topics, Viva Connection, Viva Learning et... C'est quoi le dernier? Je ne sais plus. Il en manque un. Bref. Donc, il y a 4 services dans Viva. Il en manque un dans ma liste. Insights. Insights, merci, oui. Et donc, merci. Et donc, Viva Learning est la modernisation en fait de Microsoft Learning Pathway. Donc, le projet de comment elle s'appelle déjà Caruana, voilà. Donc, qui devient product lead sur cette partie Insight, Microsoft Learning Pathway qui devient Viva Learning et qui va permettre d'intégrer. Ça, on en reparlera parce que pour l'instant, il n'y a rien de disponible à ce niveau-là. Seuls quelques bêtas. Et même sur les bêtas, on est dans des early bêtas pour l'instant qu'on ne peut pas montrer. On n'a pas le droit de montrer. Mais on en reparlera. Ben, écoute, Francis, tu as une question? Oui, par rapport à Viva, l'affaire que je n'ai pas compris avec ça, c'est
pourquoi le brand Viva pour 4 choses qui ne me semblent pas vraiment connectées. Office 365, Microsoft 365 est une suite de plein d'outils différents qui ont tous leur brand, mais Viva, c'est comme un regroupement de 4 outils parmi d'autres. Il aurait pu choisir Stream, il aurait pu choisir plein d'autres affaires pour regrouper. Fait que est-ce que quelqu'un a compris la philosophie derrière le brand Viva? C'est quoi la raison d'être? Le licensing. Le licensing, apparemment, de ce que j'ai compris, qui va pousser. J'ai cru comprendre qu'il va y avoir un certain licensing qui va être nécessaire pour avoir certains des 4, là, je ne sais pas lequel des 4. Certains, mais pas tous. Le Connections, il est inclus de base. Non, je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit pour le licensing, si je peux me permettre. Si je peux me permettre là-dessus. Là encore, c'est une très très bonne question parce que ça permet de se projeter un peu, de voir en arrière. Moi, mon feeling, c'est que on est toujours dans le même problème, c'est que aujourd'hui, on est dans un Office 365 et les clients, ils en ont des tas de produits. Donc, ils ont des planners, ils ont des OneDrive, ils ont des SharePoint, ils ont des Teams. Ça déborde de partout. Puis franchement, ça dégueule de partout, les produits, quoi. Il y en a plein. Puis, il y a des spécialistes de tous les produits dans tous les sens. Et les compagnies commencent à être vraiment perdues dans tout ça, à mon avis. Viva, c'est la capacité à... Justement, on revient, il ne faut pas oublier qui est en arrière de tout ça, Jeff Tepper. Jeff Tepper est donc lui qui vient de SharePoint. Lui, son but, c'est de recréer une marque façon SharePoint. Donc, c'est de recréer l'équivalent d'un service qui fait un peu tout. Vous vous souvenez donc de SharePoint? La première slide qu'on présentait en 2007 quand on présentait SharePoint, c'était un couteau suisse. Okay? Donc, le couteau suisse avec tous les trucs que ça pouvait faire. En gros, SharePoint, ça faisait tout. L'idée en arrière de Viva, c'est de revenir avec une marque, donc avec un produit qui soit facile à positionner sur le segment de marché et qui soit capable de dire, OK, nous, on a même maintenant quelque chose qui est capable de tenir compte du bien-être des utilisateurs, d'avoir un endroit où ils peuvent mettre leurs documents. Tout ça, c'est attaché dans des enterprise metadata et puis ils peuvent apprendre à l'intérieur. Donc, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus consistant en termes de produit, à mon avis. Hein. OK. Ben, cool. Il approche, il est déjà moins 8h moins 8. Si tu ne veux pas te faire arrêter par la police, je pense qu'il va falloir que tu partes. Je vais y aller. Je suis plus stressé que toi. Ils vont te prendre pour un casseur là, si tu passes le couvre-feu. Merci beaucoup pour tout le monde. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le chat. C'est cool. Oui, Laurent, vas-y. J'aurais une petite question qui n'a rien à voir, mais parce qu'en fait, justement, Nicolas il parlait de Space juste avant et de tout ce qui est VR, etc. C'est une question vraiment qui n'a rien à voir là, pour le coup, mais est-ce qu'il y a des gens qui étaient aux 20 ans de SharePoint? Moi, je me suis connecté 5 minutes, quoi. 5 minutes. Ouais. J'étais inscrit, puis je l'ai oublié. Ah ouais, d'accord, ok. Parce qu'en termes de VR, en fait, après, ils vont peut-être réitérer, si Covid continue, l'événement comme ça, parce qu'après, ça a plu à plein de gens, parce que justement, en fait, moi j'étais, du coup, je suis resté quasiment du bout en bout, là, c'était vraiment sympa quand même. Pour ceux qui n'avaient pas vu ce que c'était, là, c'était vraiment sympa, c'était genre, je sais plus comment ça s'appelle, la plateforme. Allspace VR. Ouais, Allspace VR. Qui est une plateforme de Microsoft. C'est ça, en fait, et du coup, ça fait un peu penser à PlayStation Network pour ceux qui ont connu, ou Sims, ceux qui ont connu, mais prenez la peau du personnage. Bien sûr. C'était cool parce qu'il y avait Jeff Tepper, justement, qui était là, Visage Bonon et tous les gens de Microsoft. Et à un moment, sur la fin de la présentation, en fait, on pouvait directement parler one-one comme ça. C'était vraiment super fun, honnêtement. C'est le genre de truc, on disait avant, Covid, ça fait qu'on peut pas voir les gens. En fait, je pense que c'est une pas mal bonne alternative. Ça permet aussi de parler aux gens, même ceux de Microsoft, là, qui sont restés sur la fin. C'était vraiment super fun, honnêtement. C'est quelque chose qui réitère, je recommande vivement d'essayer, au moins d'essayer, c'est plutôt fun. Ouais, on l'a vu pendant l'Ignite, là, il y a la Liberté du Cirque du Soleil là, qui avait fait une présentation dans Allspace avec de l'information. Fait qu'on pourrait peut-être faire un test avec le groupe d'usagers. J'ai vu la semaine dernière, j'ai vu un mec qui faisait un spectacle de guitare, chant-guitare.
Fait qu'il y a son space qui est une scène. Fait que tu peux rentrer dans la salle, puis tu l'entends chanter. Là, fait que c'est son petit bonhomme qui joue de la guitare, puis c'est sa voix, puis c'est lui qui joue la guitare derrière. Le son est quand même très bon. Puis il y a tellement de choses qui peuvent être faites avec ça pour la réalité virtuelle. Fait qu'on pourrait peut-être faire un petit test avec le groupe d'usagers si ça vous tente d'essayer ça. Honnêtement, moi je valide. Franchement, c'est peut-être à faire au moins une fois, voir l'expérience, mais pour l'avoir vu là sur les 20 ans de SharePoint, c'était plutôt. Au début, j'étais un peu sceptique, honnêtement, les 5 premières minutes, là, je suis resté aussi, j'étais un peu sceptique, là, c'était pas. Disons que le PC se mettait à ramer, ça chauffait, même la batterie de mon laptop, il commençait à descendre en même temps qu'il était en charge. Mais par contre, sur la fin, là, c'était vraiment super cool, là, des jetés de boules de neige et les gens qui parlaient de Jeff Tepper, Jonan et toutes les personnes qui étaient là. C'était une expérience plutôt pas mal pour à distance. Honnêtement, ça peut être sympa. Ouais, on l'a fait pendant le MVP Summit il y a 2 semaines. À tous les soirs, on avait une salle ouverte où il y avait les logos des MVP sur les murs. Salut Nico, merci beaucoup. Fait qu'on se reparle bientôt. Fait que c'est ça pendant le MVP Summit, parce que normalement, il y a beaucoup de socialisation pendant les conférences. Fait que vu que c'était une conférence en ligne, ils nous ont fait une salle. En fait, ils ont été obligés de faire du offload parce qu'il y a une limite de personnes par salle. Fait qu'il y a eu une soirée où on a eu 3 salles, puis tu pouvais te promener de salle en salle pour aller voir des gens. Fait que tu pouvais échanger avec les personnes comme si tu étais assis dans une salle, mais c'était pas toi. La seule chose que j'aimais pas, là, ce serait cool si on pourrait mettre notre visage au moins sur les petits bonhommes. Là. Fait que c'est comme des dessins animés. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé, là, c'est comme des dessins animés. Puis, tu peux t'amuser à reproduire ton visage au maximum avec les options de création de visage. Tu arrives à faire pas mal de choses quand même. C'était ma première fois, puis j'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que très bonne idée, Laurent. On pourrait essayer de monter peut-être une salle et inviter pendant une réunion ou pour faire un 5 à 7 virtuel, mais à l'intérieur de Altspace. Là. Puis mon fils s'est acheté une Oculus cette semaine, fait que je vais peut-être y emprunter son Oculus pour pouvoir le faire avec des lunettes. Ça va être encore plus cool. Voilà, raison de plus. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Mario a la main levée. Oui. Moi, je veux sérieusement essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est Microsoft Power Platform dans ma compagnie. Est-ce qu'il existe, Microsoft a fait des slides pour expliquer ça ou des in, comment pouvoir expliquer puis que les bénéfices de Microsoft Power Platform pour une compagnie? Quand tu es partenaire Microsoft, tu as accès à des slide decks pour aller présenter les différents produits. Je vois ici là, que Laurent a posté un lien qui va aller présenter, mais d'aller présenter ces applications-là, si tu n'as jamais travaillé avec puis tu ne connais pas, je pense que c'est pas le temps si tu veux bien le vendre, ça prend quelqu'un qui a déjà travaillé avec les applications puis qui a déjà fait des réalisations pour pouvoir bien le présenter. Mais tu retrouves, là, Laurent a posté deux liens là, vraiment intéressants là, sur les bonnes pratiques puis sur l'utilisation de ces outils-là. Parfait. Sinon, il y a des excellents consultants à Montréal qui sont capables de faire des belles présentations là-dessus. En fait, je prépare ma retraite, puis à temps partiel, j'aimerais ça faire ce genre de truc, évangéliser Microsoft Power Platform. C'est le temps d'apprendre. Fait qu'il y a plein de vidéos disponibles. Je pourrais essayer de t'en sortir. J'ai une couple de liens, là, je ne les ai pas sous la main, là, mais les liens que Laurent a présentés, ils sont cool. Parfait. Et il y a plein de vidéos aussi qui sont disponibles là-dessus, là, sur le Learning, là, sur le Microsoft Learning, tu peux retrouver plein de belles choses. Parfait. Il y a même des présentations, là, Power Apps in a Day, qui te permet de pouvoir bâtir une application là, avec pendant la journée. Tu pars le matin de 0, puis à la fin de la journée, tu as une application Power Apps qui est montée. Ah, OK. Ah bon, ça serait bien si je peux avoir ce lien-là. Parce que moi, j'ai déjà participé en janvier. Ça s'appelait Power of the Cloud. Mm-hmm. Et puis ça,
il y avait 3 tracks différents. Puis moi, j'ai participé à Microsoft Teams. Il expliquait comment administrer, mais aussi comment monter une application sur Power Apps. Et puis, c'était vraiment cool. C'est beau. Merci. Raphaël, tu as la main levée? Oui, c'est pour dire que on avait monté une petite présentation à nos utilisateurs de la Power Platform il y a quelques mois et on a utilisé un peu les mêmes ressources là, qui ont été partagées avec le même type de copie. Enfin, j'ai pris ces mais on a eu un mal fou à trouver des choses en français. On trouve énormément, on trouve beaucoup de documentation et des exemples et des tutos, même des vidéos en anglais, très très peu, voire presque rien en français. Et ça, moi, ça me manque puisque mes utilisateurs, ils sont francophones partout. Donc voilà, moi, c'était un peu ça qui m'a arrêté. Beaucoup d'intérêt des utilisateurs qui voulaient bien faire des trucs eux-mêmes, mais ils étaient arrêtés par la barrière de la langue. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut bien commencer à recenser ou partager les ressources en français, moi, c'est ça qui me manquerait le plus aujourd'hui. OK. Excellent. Ben, il est 20 heures. Alors, merci tout le monde. On se voit le premier mardi du mois de mai avec Francis qui va venir nous présenter son application. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. C'est vraiment cool. Écoutez, on a plus d'interactions en ligne que ce qu'on avait en personne presque. C'est vraiment cool, mais j'ai vraiment hâte aussi de vous voir en personne. Fait que j'espère qu'à l'automne, on va pouvoir se voir en personne, mais sinon, au moins, on a la chance de pouvoir discuter. Fait que j'espère que vous avez apprécié. On travaille fort pour essayer de vous trouver des nouveautés, mais puis là, ben, je suis bien content d'avoir les 2 prochaines sessions. Je n'aurai pas grand-chose à dire parce que la prochaine, ben, ça va être Francis et l'autre, ben, ça va être Laurent et Sébastien Levert qui vont venir nous présenter. Donc, merci à tous et à bientôt. Merci. Merci à toi, Nicolas aussi. Merci.